Alors, je vous remercie les uns et les autres d'être venus à cette conférence de l'IESF Pays de la Loire qui s'inscrit dans le cadre des Journées nationales de l'ingénieur de l'IESF national. Et c'est donc avec un très grand plaisir que nous allons commencer cette conférence sur la transition énergétique dans l'habitat et les collectivités. Alors, je voudrais surtout remercier nos participants, Tristan Riom, vice-président de Nantes Métropole, Riom, pardon, Tristan Riom, vice-président de Nantes Métropole, donc en charge de la transition énergétique, Alexandre Bastien, chef de projet chez ZEFCO, Arnaud de Bourgard, directeur régional du groupe Atlantique, et Pierre-Emmanuel Roger, directeur technique de BIM. Je vais aussi vous présenter une autre personne, Jocelyn Abivin, qui sera pour cette soirée notre animateur. Jocelyn est élève d'ingénieur de l'École supérieure du bois, et eh bien, j'ai un très grand plaisir de lui passer le micro pour poursuivre la présentation de nos participants et en même temps jouer ce rôle essentiel de maître de l'horloge de cette soirée. Après le déroulement de notre conférence, eh bien, nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'un pot pour quelques échanges plus personnalisés. En tout cas, à tout de suite, pardon, et bonne soirée. Jocelyn. Merci à vous, donc bonjour. Alors donc, nous sommes donc en présence de 4 personnes qui ont toutes des parcours très intéressants et des choses très intéressantes à dire. Donc je vais peut-être au risque de répéter ce qui a pu être dit avant, mais donc, Tristan Riom, qui est donc ingénieur ICAM et ingénieur ICAM et adjoint au maire en charge du bâtiment et de l'énergie à Nantes, et également vice-président de Nantes Métropole en charge de la transition énergétique. Nous avons donc Alexandre Bastien, donc, qui est ingénieur UTC et chef de projet donc, chez ZEFCO. Donc ZEFCO, pour en faire une mise en contexte rapide avant qu'il le présente plus précisément, qui est donc un bureau d'études environnement donc, qui intervient sur les stratégies de territoire et l'aménagement bas carbone, et qui a aussi des fonctions d'ingénierie environnementale. Nous avons donc aussi Arnaud de Beauregard, qui est donc directeur régional du groupe Atlantique dans le pôle pompe à chaleur et chaudière. Et donc le groupe Atlantique qui, quant à lui, travaille principalement dans le confort thermique à bas carbone et dans une perspective durable et responsable. Et nous aurons donc pour finir monsieur Pierre-Emmanuel Roger, qui est donc ingénieur polytechnique et donc cofondateur et directeur donc, de l'entreprise BIM Énergie, qui se base dans la production d'énergie solaire, c'est-à-dire qu'ils vendent des panneaux solaires en kit prêts à brancher aux particuliers, mais il en parlera sans doute bien mieux que moi. Et donc sur ce, je laisse la parole à monsieur Tristan Riom. Il peut se mettre là ou pas? Allô, allô? Non, ça marche pas. Allô, allô? Super. Hop là. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis un peu malade, du coup, j'économise mon énergie en m'asseyant et je vais mettre de l'énergie dans ma parole. Voilà, c'est la proposition de deal que je vous fais. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi ça a été dit, je m'appelle Tristan Riom, ça s'écrit comme la ville de Riom mais ça se prononce Riom. Je suis vice-président de Nantes Métropole et on m'a demandé de vous faire une présentation un peu sur les trajectoires énergétiques de la métropole de Nantes avec un axe, vous verrez, plutôt vecteur énergétique, puisque je vais vous parler pas mal des réseaux de chaleur, même si en fait quand on commence à parler de ce genre de sujet, on peut en parler des heures, puisque il y a plein de sujets qui sont imbriqués dans ces questions de transition énergétique. Alors, hop. Donc, juste rapidement, la métropole de Nantes, vous devez connaître un petit peu, c'est un territoire donc, qui est en Loire-Atlantique, ça on est bon. On a à peu près 638 000 habitants en 2016, aujourd'hui on approche les 680 000. La ville de Nantes c'est la 5e ville de France, donc assez importante. Et ce que je trouve important sur cette slide, c'est le 1,3 milliard d'euros qui est la facture énergétique du territoire, c'est-à-dire que tous les ans, on a 1,3 milliard d'euros qui quittent le territoire pour acheter de l'énergie, toute énergie confondue, que ce soit de l'essence, du gaz, de l'électricité, etc.
Donc forcément, ça va nous interpeller parce que dans un cadre de transition, quand on rénove un logement, on vient investir pour diminuer cette facture puisqu'on consomme moins d'énergie. Quand on produit de l'énergie locale, évidemment, on vient aussi réduire cette facture énergétique. C'est une espèce de potentiel là qu'on a là, puisque c'est une forme de perte de moyens pour le territoire. Alors c'est aussi traduit en térawattheures, mais bon, là ça va, je parle à des ingénieurs, mais souvent les térawattheures ça parle moins. Donc c'est 13 térawattheures en consommation d'énergie. Ça c'est des chiffres qui datent de 2016, donc ils sont un peu anciens quand même, mais c'était, vous verrez dans ma présentation, je vais jongler entre des chiffres de 2016 qui sont la base qui nous a servi pour le schéma directeur des énergies et le dernier plan climat, et des chiffres plus récents pour notre nouveau plan climat, le nouveau plan climat qui sera voté en juin 2024. Donc pour l'instant, j'ai juste des éléments de diagnostic. Alors justement, donc, mon rôle à moi en tant qu'élu en charge des questions climat, c'est d'animer en fait des politiques qui viennent apporter une expertise sur le climat, l'énergie, où on va, où on en est, et du coup se mettre d'accord sur les technologies qu'on doit développer, sur les manières de réduire les consommations d'énergie. Et donc là, quand on travaille un plan climat comme en ce moment sur la métropole de Nantes, on commence par faire un état initial. Donc vous avez là donc l'état initial de la métropole de Nantes. Donc ça c'est du diagnostic du plan climat 2024, donc c'est des chiffres qui sont plus récents. Globalement, on voit que sur Nantes métropole, on émet cette quantité-là de carbone, donc 6653 kilotonnes de CO2. Alors, en tant que tel, ça ne veut pas nous dire grand-chose. Ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder en bas à gauche, vous avez la quantité de stock de CO2, qui est de 32 kilotonnes de CO2. Donc on voit que la quantité de CO2 qu'on stocke sur le territoire uniquement par des solutions biosourcées, c'est-à-dire les arbres, les forêts, les haies, etc., est très faible par rapport à ce qu'on émet. Ça, c'est pas une très grande surprise, hein. On connaît le diagnostic. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que cette photographie-là, elle est très partielle parce qu'en réalité, on a beaucoup plus que ça d'émissions carbone, et donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Ce que je vous ai montré avant, c'est ce qu'on appelle le scope 1, donc c'est uniquement les émissions carbone qui sont faites directement du territoire, le pot d'échappement, l'usine qui fonctionne, etc. En réalité, si on commence à parler des questions climatiques, il faut qu'on regarde beaucoup plus loin, il faut qu'on regarde aussi les émissions carbone importées. Donc ça, c'est aussi des éléments de diagnostic qu'on a aujourd'hui et qu'on commence à travailler, c'est-à-dire aller sur du scope 3, s'intéresser vraiment à l'ensemble des émissions carbone d'un territoire, mais aussi des émissions qui sont importées. Un exemple de ça, si on prend par exemple l'aviation, vous voyez que ça pèse assez faible, c'est le petit carré en haut à gauche. Globalement, on a 25 kilotonnes d'émissions carbone dues à l'aviation issue du territoire. Sauf qu'en fait, ce n'est que 8% des émissions d'un avion qui quitte le territoire, puisque beaucoup se fait en dehors. Et donc, si on rapporte au nombre d'habitants, à ce qu'ils prennent comme avion, etc., en fait, c'est 290 kilotonnes. Donc ça, c'est un élément important, parce que quand on va commencer à parler d'énergie, forcément, il faut qu'on s'intéresse à l'énergie qu'on consomme sur notre territoire, mais aussi les consommations d'énergie induites par notre modèle de société. Et typiquement, dans une société où on a beaucoup envoyer à l'étranger la production industrielle, forcément, aujourd'hui, on parle de réindustrialisation, il faut aussi qu'on intègre dans nos scénarios de transition énergétique le fait que ça va induire des hausses de consommation d'énergie. Donc là, forcément, c'est des slides où il y a beaucoup de données. Ce que je trouve intéressant de se dire, c'est qu'il faut qu'on ait conscience des biais quand on parle de ces comptabilités carbone, puisque que ce soit l'aviation, mais ça peut être aussi la consommation de biens manufacturiers, la consommation agricole aussi. Il y a plein en fait d'émissions carbone et de consommation d'énergie que parfois on peut ne pas prendre en compte. Alors, une fois qu'on a cette photo-là, la question forcément c'est quelle est la trajectoire de consommation d'énergie ou la trajectoire d'émissions carbone d'un territoire comme Nantes Métropole. Hop. Alors donc ça c'est des éléments aussi du diagnostic qui ne sont pas publics en tant que tels parce qu'ils ne sont pas publiés, néanmoins ils ne sont pas privés, enfin, je peux vous les donner et de toute façon ils seront accessibles dans le plan climat en juin prochain. La trajectoire climatique de la métropole. Globalement le premier plan climat de la métropole il date de 2003. C'était alors 2003-2007, mais les comptabilisations carbone datent de 2003. Et à ce moment-là, on avait pris
des engagements qui étaient de réduire de 35% les émissions de carbone par habitant entre 2003 et 2023. Cet objectif a été atteint. C'est déjà une bonne nouvelle, quand on se donne des objectifs, on arrive à le tenir. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a fait plus 100 000 habitants. Donc on a fait moins 35% par habitant, mais on a gagné des habitants. Ce qui fait que la réduction en valeur absolue n'est pas de 35%. Aujourd'hui, les engagements, notamment dans le cadre des accords de Paris, les engagements que la métropole doit prendre, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire que sur l'échelle d'un territoire, il faut qu'on stocke autant de carbone qu'on en émette. Alors, les spécialistes du climat nous disent neutralité carbone à l'échelle d'une ville ou d'une métropole, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je vois mon collègue sur la droite spécialiste du sujet qui opine du chef. Néanmoins, ça nous fait un objectif intéressant et ça nous permet de mesurer l'ampleur du changement à vivre. Donc, si on vise la neutralité carbone sur la métropole, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on peut déjà mesurer par rapport au rythme actuel à quel moment on atteindra la neutralité carbone. On voit que par rapport à la réduction des émissions carbone qu'on a fait entre 2003 et 2023, si on prolonge la courbe, donc là c'est le fil de l'eau, on atteindra la neutralité carbone en 2320, l'année 2320. Ce qui veut dire que le rythme actuel n'est pas du tout le bon. Donc la question c'est quelle est la trajectoire qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone dans l'année à laquelle on est censé l'atteindre, qui est 2050. Hop, et bien c'est celle-là. C'est donc une inflexion majeure qui nous demande bien sûr d'augmenter nos stocks carbone. Donc nous, à la métropole de Nantes, on parie uniquement sur des stocks carbone qui sont basés sur la nature, donc renforcer les forêts, les haies, la biodiversité, etc. Mais on voit qu'on a une inflexion majeure à faire. Un élément intéressant, c'est qu'on voit que la courbe qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est à peu près la même que celle sur l'année de 2020. Si vous voyez le petit décrochage qu'il y a eu en 2020. Alors ça ne veut pas dire que l'avenir est fait de confinement, ça veut simplement dire que l'ampleur des changements qu'on doit connaître dans les années à venir est le même que l'ampleur de ce qu'on a connu en 2020, c'est-à-dire un changement de société majeur. C'est important de commencer sur ce diagnostic parce qu'on fait indéniablement des choses aujourd'hui sur les questions écologiques. Il y a une prise en compte des questions d'émissions de gaz à effet de serre voilà, qui est réelle dans la société, on en parle. Néanmoins, on voit que ce qui nous attend sont des changements qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a pu faire dans les années précédentes. Et donc c'est important de l'avoir en tête parce que ces questions de neutralité carbone, ce n'est pas juste un sujet un peu calculatoire sur un tableur Excel, c'est un sujet de respect des limites planétaires. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de l'échelon purement métropolitain. Et ça nous donne quand même une idée de l'ampleur du changement. Alors, je voulais commencer sur cette question d'émissions carbone, parce qu'en plus, comme on a des chiffres tout frais, c'est intéressant de vous les montrer. Et en ce moment, on est en train de travailler justement sur le plan d'action qui nous permet d'arriver à ça, à savoir que entre le fil de l'eau et la SNBC2, donc c'est la stratégie nationale bas carbone actuelle, il y a en fait les engagements qu'on a déjà pris à la métropole qui nous met à peu près dans un entre-deux. Donc le sujet, c'est amplifier les actions qu'on a déjà envisagées. Si on revient sur la question énergétique pure, on a aussi une feuille de route pour l'énergie. Donc en 2016, on consommait 12 948 gigawattheures sur la métropole, toute énergie confondue, et 93% issus de sources non renouvelables. Ça, du coup, je vous rappelle, c'est des chiffres du schéma directeur des énergies qui a été voté en 2020. Le sujet, donc, c'est aller vers des sources qui sont renouvelables, d'une part, et, je vous l'ai dit aussi, relocaliser au maximum la production d'énergie et surtout diminuer les consommations énergétiques. Ah ben, mon diapo est tout cassé, mais c'est pas grave, vous voyez quand même. Donc, une collectivité comme la nôtre, pour en fait travailler cette question des trajectoires, on va travailler des schémas comme ça, qui en fait sont des trajectoires, alors pour le territoire, parce que là je parle de l'ensemble du territoire de la métropole, mais aussi pour l'institution. Là par exemple on est dans un bâtiment public de la ville de Nantes, de la métropole, je ne sais pas, un des deux, je pense que c'est la ville. Donc forcément la question de la rénovation du bâti est un sujet, et entre deux il y a les politiques publiques, c'est-à-dire la transformation de la ville. Donc pour atteindre en tout cas, enfin ce qu'on avait voté en 2020 c'était ça, c'était
On pense qu'on peut atteindre 50% d'énergie locale et renouvelable, c'est-à-dire vraiment de l'énergie, que 50% de notre consommation d'énergie soit issue et soit produite sur le territoire. Ça implique de réduire de 25% nos consommations d'énergie, et on aura quand même à la fin, en 2050, la moitié de l'énergie qui est importée. Dans ce schéma, ce qui avait été dit, c'est cette énergie est fossile. En réalité, ça nous a poussé à dire la métropole de Nantes ne peut pas être autonome en énergie. C'est pas possible, de la même manière qu'on ne peut pas être autonome d'un point de vue alimentaire. Donc la question, c'est comment est-ce que nous, métropole, centre urbain du territoire, on s'intéresse réellement au développement des énergies renouvelables autour de nous, qu'on sorte d'une caricature en ville, on veut de l'énergie verte et on s'en fiche de comment c'est fait, et les éoliennes sont posées en ruralité et c'est mal vécu, qu'en fait ce soit un vrai pacte territorial, cette histoire de production d'énergie renouvelable. Ça, du coup, c'est ce qui avait été posé en 2020, une trajectoire générale. Le document schéma directeur des énergies, en réalité, il fait 345 pages à peu près, donc c'est très très gros parce que derrière ça, on vient expliciter l'ensemble des hypothèses, qu'est-ce que ça veut dire, et tout à l'heure, je reviendrai plus spécifiquement sur la question des réseaux de chaleur. Un autre, est-ce que je peux rapprocher ça ? Un autre élément important, c'est de regarder finalement cette énergie, comment est-ce qu'on peut la découper en quelques blocs. Donc, je vais vous montrer 3 manières de découper cette consommation d'énergie. La moitié, c'est les ménages, 40% les entreprises et 10% les acteurs publics. Donc ça vient quand même ça peut nous faire dire, bon, les acteurs publics, c'est pas rien, déjà. En tout cas, moi, c'est ce que j'en dis, puisque je suis du côté acteur public. Il y a la question des ménages, évidemment, mais souvent, on parle beaucoup des ménages et pas beaucoup du secteur de l'entreprise, alors que c'est quand même 40% des consommations d'énergie. Donc voilà. Ce découpage, quand même, peut nous servir à dire à qui on doit s'adresser. Un découpage plus intéressant, déjà, c'est quels sont les types d'énergie. Le pétrole, le gaz, l'électricité et autres. Bon, ça permet de nous rappeler que la principale énergie consommée en France, en 2016 et encore aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est ça le sujet, c'est la résorption du pétrole. Le gaz naturel, qui n'a de naturel que le nom, parce que c'est une énergie fossile comme les autres, et l'électricité, qui est à 26%. L'autre découpage intéressant et qui est encore plus important quand on parle de gérer une politique publique, c'est le découpage par usage. Parce que c'est sur les usages qu'on va arriver à agir principalement. Ça, il me reste 5 minutes ? Et donc, les mobilités, le chauffage, c'est là qu'on va arriver à agir. La mobilité est quand même 35% des consommations d'énergie sur la métropole. Donc, quand on parle de sortir de l'autosolisme, on voit que c'est là le sujet principal. Alors du coup, je vais accélérer un peu parce que je suis beaucoup plus bas que ce que je pensais. Je voulais juste... donc j'avais un petit quiz que je ne vais pas vous faire, mais c'était quel est l'ordre d'apparition des énergies dans notre monde. Donc je vous le fais un peu rapidement. Biomasse, charbon, pétrole, gaz naturel, électricité. Vous avez là les émissions donc à l'échelle mondiale, hein, là je dézoome complètement de la métropole, les émissions de gaz à effet de serre en bleu et l'échelonnage des énergies là sur le graphique. Ce que je veux dire avec ça, ce qui est important, c'est que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on a trouvé une énergie, on n'a jamais diminué la quantité d'énergie de l'énergie précédente. Quand on a découvert le charbon, on n'a pas consommé moins de biomasse. Quand on a découvert le pétrole, on n'a pas consommé moins de charbon. Quand on a découvert le gaz, on n'a pas consommé moins de pétrole. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'histoire qui est racontée sur la transition énergétique qui est il faut trouver une nouvelle source d'énergie qui nous permette de sortir du pétrole, mais c'est surtout, il faut diminuer des quantités d'énergie qu'on consomme, et ça, on n'a jamais fait. On n'a jamais consommé moins de pétrole d'une année sur l'autre. Ça, donc c'est pas uniquement moi qui le dis avec mon petit graphique, je vous renvoie à un auteur qui s'appelle Jean-Baptiste Frézos, qui a fait une formidable interview dans Social Term et qui a aussi écrit un bouquin sur le sujet, qui est de dire on a vraiment une approche phasiste de l'énergie, comme si l'histoire de l'énergie était faite de phases, l'histoire de la phase charbon, la phase pétrole, etc. En réalité, elles se sont toujours empilées. Et donc, pour que les énergies renouvelables remplacent les énergies fossiles, il faut faire un truc tout à fait nouveau, qui est diminuer la consommation d'énergie. Alors du coup, ça m'amène au local. Les consommations d'énergie renouvelable aujourd'hui à Nantes Métropole, c'était en 2016, quelles sont-elles ? C'est principalement le bois énergie. C'est la principale énergie renouvelable qu'on a sur la métropole, suivie de la valorisation des déchets. Alors on peut discuter la dimension renouvelable, peut-être qu'on le fera dans les questions. Et enfin, la géothermie. On était à 7% en 2016, on est plus autour des 10% aujourd'hui d'énergie renouvelable produite localement et consommée localement. Donc,
il faut réduire nos consommations d'énergie de manière indéniable. Dans le schéma directeur des énergies, on a dit sur les produits pétroliers, c'est moins 60%, sur le gaz, c'est moins 40%. Donc, faire ça, c'est quand même un changement majeur parce que c'est un changement de civilisation derrière ça. C'est pas juste trouver une petite solution technologique, c'est vraiment axer notre innovation, notre recherche sur consommer moins d'énergie. Du coup, il m'a été demandé de m'attarder un petit peu sur cette histoire de gaz et de réseau de chaleur, ce que je vais faire rapidement. On a commandé une étude à l'agence d'urbanisme dans le cadre d'un travail à l'échelon du pôle métropolitain sur le potentiel de méthanisation sur les territoires du pôle. Donc le pôle métropolitain, c'est Nantes, Saint-Nazaire et les territoires entre les deux au nord de la Loire, en gros. Ce qu'on voit, c'est qu'en maximisant le potentiel de méthanisation, on peut produire 478 gigawattheures par an de gaz renouvelable. Pour rappel, la consommation en 2016 de gaz sur Nantes Métropole, sans compter Saint-Nazaire, c'est 3647 gigawattheures. Ça veut dire qu'en maximisant tout, on est à de tête 15-20% en fait de la consommation actuelle de gaz. Donc on a un enjeu majeur, et je prends que le gaz, mais ça pourrait être les produits pétroliers et tous les autres, on a un enjeu majeur de réduction des consommations d'énergie. Alors là, je ne prends pas les autres technologies de gazéification, type pyrogazéification, etc., qui aujourd'hui sont trop émergentes pour qu'on puisse l'inclure dans un schéma qui prend quand même de la grosse masse. Mais évidemment, on aura d'autres solutions de gazéification, mais pas à la hauteur que celle-là. C'est pour ça que nous, à Nantes Métropole, on a développé fortement une autre manière d'amener de la chaleur chez les gens. C'est les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, c'est une solution formidablement efficace, puisque au lieu d'avoir un système où vous faites bouillir une marmite dans une centrale nucléaire, transporter l'électricité pour réchauffer chez les gens, vous produisez directement de la chaleur de manière centralisée et vous donnez directement de la chaleur aux gens avec une efficacité du réseau qui est entre 84 et 90% de perte énergétique sur l'ensemble du réseau. Donc c'est une solution qui est diablement efficace. C'est pour ça que dans notre schéma directeur des énergies, on avait inscrit les réseaux de chaleur comme un enjeu majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux de chaleur, à l'origine, ce n'est pas un sujet de transition énergétique. Les réseaux de chaleur ont été développés dans les années 80 plutôt dans un souci de collectiviser la production de chaleur. C'était ça l'idée à la base. Nous, dans les années 2000-2010, à Nantes Métropole, on fait le choix d'en faire un sujet de transition énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des réseaux de chaleur qui fonctionnent au fioul, on a des réseaux de chaleur qui fonctionnent au bois ou à la récupération de chaleur sur la combustion des déchets. Du coup, je passe un peu vite, je suis désolé, mais ma présentation est trop longue sur le temps imparti. Alors, du coup, un réseau de chaleur, c'est un endroit où on vient connecter avec des gros tuyaux d'eau sous pression, des endroits où on produit de la chaleur et des endroits où on consomme de la chaleur. Donc des logements collectifs, des bâtiments publics et des immeubles et des logements individuels avec de la production centralisée. Ça implique ça, d'enterrer des gros tuyaux comme ça sous la voirie. Donc politiquement, c'est pas rien, parce que ça fait des gros travaux. Et d'ailleurs, on est en ce moment en train de faire des travaux on a fait des travaux l'été dernier vers le CHU de Nantes et là on va vers la place de la Petite Hollande et donc ça fait quand même des travaux assez imposants si vous êtes allé les voir. Voilà. Et ça implique ça, assumer politiquement de construire en 2024 des gros machins qui émettent de la fumée, mais ces gros machins qui émettent de la fumée, ils permettent de faire de l'énergie renouvelable et décarbonée. Donc on l'assume politiquement. Je le dis avec un peu de malice parce que c'est pas toujours facile en fait. Parfois ça amène à des conflits, à des questions de la part des concitoyens qui nous disent pourquoi est-ce que vous portez ça. J'avais une dernière slide pour vous dire quelques chiffres sur pourquoi est-ce que c'est une politique éminemment sociale et écologique, si je peux le dire comme ça, même si les deux sont intrinsèquement liés. Bon, déjà, ça a une rentabilité énergétique totale très bonne. On arrive à atteindre 82% d'énergie renouvelable et de récupération sur nos réseaux de chaleur aujourd'hui. 84,3%, je vous l'ai dit, c'est le rendement global, vraiment de la source énergétique jusqu'à l'usager, donc c'est quand même un excellent rendement énergétique. Et en plus, c'est l'énergie la moins chère sur la métropole aujourd'hui, parce que donc là, je vous ai pris un exemple pour un logement pour un réseau de chaleur. Un coût moyen du réseau de chaleur Centre-Loire est de 487 € par logement pour Centre-Loire. L'équivalent gaz serait à presque 800 € pour du gaz individuel à condensation et un peu plus de 500 pour du gaz collectif. Donc, c'est écologique et c'est le moins cher, donc c'est quand même très intéressant. Ça demande juste de développer les réseaux de chaleur. Alors là, je ne vais pas tout vous lire parce que je n'ai pas le temps. Mais je voulais vous dire que s'il y a des gens dans la salle qui travaillent dans des entreprises ou qui veulent raccorder leur logement, sachez qu'il y a quand même des conditions. Il faut que le réseau de chaleur soit rentable d'une certaine manière, parce que si jamais vous me dites moi j'aimerais bien raccorder ma maison
Dans l'absolu, en tant que vice-président, je peux dire oui. Simplement, je viens faire payer à tous les autres usagers le prix d'un raccordement qui n'est pas rentable. Donc cette histoire de rentabilité, c'est aussi une question de pacte social autour du réseau de chaleur, et c'est pour ça qu'on met quand même des conditions. Bon, je vous ai mis la source, vous pourrez aller voir dans les délibérations de la métropole de Nantes, et de toute façon, vous aurez accès au slide après. Je fais ma conclusion. Ah ben j'ai pas mis la source, ça c'est le voyage à Nantes. En synthèse, une trajectoire énergétique vers le 100% renouvelable est possible. Il y a des scénarios de transition énergétique à l'échelon national qui travaillent là-dessus. Nous, on a un scénario aussi de transition énergétique sur la métropole de Nantes qu'on va retravailler dans le cadre du plan climat. Mais ça repose sur des baisses drastiques de consommation d'énergie, et c'est important de le savoir. Ça implique des solutions techniques, d'efficacité, évidemment, mais surtout des choix de société, sobriété. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur les exemples que je voulais donner, mais en tout cas, ces questions de la sobriété sont évidemment au cœur, parce qu'il n'y a pas un seul scénario de transition énergétique qui tient sans la diminution des consommations d'énergie. Et je le dis tout de suite, quelle que soit votre position sur le nucléaire par ailleurs, la question du nucléaire ne change rien à cette histoire de réduction des consommations d'énergie. Ça pose des questions très compliquées, cette histoire de réduction des consommations, parce qu'on a basé notre société sur l'ébriété énergétique. Donc l'idée de consommer moins d'énergie, en fait, on ne l'a jamais fait. Et je vous le dis aussi en tant que jeune ingénieur, moi ça me pose des questions aussi sur le rôle des ingénieurs là-dedans. C'est que le rôle des ingénieurs de demain, il n'est pas d'inventer des trucs qui vont faire qu'on consomme plus d'énergie, ça va être d'essayer d'orienter l'ingéniosité humaine vers la consommation de moins de ressources. Et ça, sauf pour des raisons économiques, mais en fait, pour des raisons d'enjeu mondial, ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est un enjeu aussi pour les générations actuelles et futures d'ingénieurs. Bon, par ailleurs, dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, ils sont très au fait de ça. J'interviens souvent à Centrale ou à l'ICAM, mais bon, il y a quand même une vraie conscience aujourd'hui. L'après-pétrole est fait d'une plus grande diversité de sources, de vecteurs, et donc d'une plus grande complexité. Ça, c'est important, hein. Dans la mobilité, aujourd'hui, c'est facile, il n'y a qu'un seul truc qui nous permet de nous bouger, c'est le pétrole. Le pétrole pour l'avion, le pétrole pour la voiture, etc. Alors, sauf si vous vous déplacez à vélo ou à pied, mais quand même. L'avenir, c'est beaucoup plus de vecteurs, beaucoup plus de sources énergétiques, et donc beaucoup plus de complexité. Donc ça, c'est important de se le dire aussi. Le monde d'après-abondance énergétique, il est tout aussi compliqué, parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur ces différents usages. Et enfin, et j'en termine là, sinon l'animateur va me faire des gros yeux, la question du local est de nouveau au cœur de ces questions énergétiques. J'ai essayé de vous montrer là dans ma présentation que moi, en tant qu'élu local, alors c'est moi, c'est pas individuellement, mais la collectivité, en fait, participe à des décisions sur les options énergétiques du territoire. Historiquement, l'énergie a été développée par la collectivité. Dans les années 1850, quand on a développé l'électricité ou enfin, l'éclairage public, c'était les collectivités qui disaient est-ce que l'éclairage public va être développé par du gaz, par de l'électricité, qui on va raccorder, etc. C'est ensuite devenu un sujet national, et c'est nationalement qu'on a dit on va produire tout ça de manière nationale. Aujourd'hui, ça redevient un sujet local, parce que les conditions d'acceptabilité des énergies renouvelables, c'est un sujet local. Les conditions de gestion d'un réseau en pleine mutation, c'est un sujet local. Les manières de réduire les consommations d'énergie avec la rénovation thermique deviennent des sujets locaux. Donc, les collectivités au sens large, départements, régions, départements, régions, communes, intercommunalités, mais même l'ensemble des gens qui travaillent dans l'énergie sur un territoire, sont au cœur des choix énergétiques qui nous permettent de sortir des énergies fossiles. Voilà pour ma présentation, il y a évidemment beaucoup de choses à en dire. Je vous laisse, j'ai remis là mes numéros, mes contacts et mon numéro de téléphone. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger de ces sujets. J'ai fait l'impasse de tout ce dont je ne pouvais pas parler, la rénovation thermique, les choix énergétiques, puisqu'il fallait bien choisir. Et de toute façon, je pense que tous ces sujets vont être abordés par la suite. Merci. Merci à vous, Tristan Riom. Merci à vous, Tristan Riom. Présentation très intéressante, riche en informations. Un peu trop riche peut-être, mais on n'a presque pas dépassé du temps. Donc sur ce, je vais sans plus tarder laisser la parole à Alexandre Bastien pour ne pas nous mettre plus en retard.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de prospective sur les sujets énergétiques. Alors, j'ai intitulé la conférence « Quel possible futur énergétique et quelques pistes pour le faire advenir ». L'idée, c'est, dans un premier temps, de revenir sur l'énergie dans l'habitat. Ensuite, on va voir que très vite, ça va nous amener à ce que Tristan Riom vient d'évoquer sur la neutralité carbone. Donc, qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça implique? Ensuite, je vous parlerai de quelques schémas prospectifs sur quel serait le futur justement énergétique, qui serait compatible avec la neutralité carbone. Et puis je finirai par quelques pistes de projets issus de projets sur lesquels on travaille sur la métropole chez ZEFCO. Donc ZEFCO, c'est un bureau d'études en environnement. On travaille à différentes échelles, depuis l'élaboration de stratégies pour des politiques publiques et des territoires, jusqu'à ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre en urbanisme. Donc on travaille avec des aménageurs publics qui vont aménager des quartiers, et nous on vient apporter la couche d'ingénierie environnementale là-dedans. Et puis on fait aussi de la conception environnementale de bâtiments, donc des études thermiques, et maintenant aussi des études d'analyse de cycle de vie, donc pour mesurer l'impact carbone des bâtiments qui sont construits. Moi, je m'occupe des sujets qu'on développe dans l'Ouest, où on travaille avec Nantes Métropole Aménagement et la Samoa, donc deux gros aménageurs du territoire, sur l'élaboration de leur stratégie environnementale et sur l'élaboration d'un quartier qui s'appelle Pirmille-les-Îles, qui va prendre place sur le territoire de Rezé, et sur lequel je vais pas mal utiliser en illustration dans les slides qui vont suivre. Ah, je me rends compte que j'ai oublié le chrono. Tac, je lance. Et puis une autre référence sur laquelle on a travaillé à Rennes, le quartier La Courose, où là on a accompagné l'aménageur sur 6 bâtiments qui vont être isolés en paille. Donc c'était un gros sujet et qui va sortir là dans les mois qui viennent. Alors, je vais aller assez vite sur cette partie-là parce qu'en plus Tristan Riom on vient d'en dire déjà pas mal de choses, mais je voulais quand même, comme on parle de transition énergétique, revenir sur c'est quoi la consommation énergétique et comment elle a évolué sur les dernières années. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc l'évolution de la consommation d'énergie pour le résidentiel, donc tout ce qui est de l'habitat. On voit que pour le moment, on n'est pas du tout dans une logique de transition, puisque globalement, les choses sont relativement stables sur les 20 dernières années. Les ENR ont un petit peu augmenté, le pétrole a un tout petit peu diminué, mais globalement, pour le moment, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux en termes de transition énergétique. Là, c'est le même graphique, mais pour les bureaux, le tertiaire. On voit que c'est à peu près la même chose. Beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz dit naturel et encore moins d'énergie renouvelable pour le bureau. Pourtant, on a un cadre réglementaire qui est assez copieux sur ce sujet, avec les réglementations thermiques. Donc, la première en 1974, qui a été élaborée suite au choc pétrolier. Depuis, on en a eu beaucoup, 82, 88. Ensuite, on a eu le protocole de Kyoto et du coup une nouvelle réglementation thermique en 2000 qui commençait à imposer des objectifs de limitation de consommation d'énergie. En 2005, nouvelle réglementation où là on tient compte, on réduit encore les objectifs, et puis les deux dernières en 2012, réglementation thermique 2012, et puis depuis en 2020 la réglementation, alors on est passé de la réglementation thermique à la réglementation environnementale, et donc maintenant on est sur la réglementation environnementale 2020, RE 2020, qui s'applique du coup pour l'habitation depuis le 1er janvier 2022, pour les bureaux et l'enseignement depuis le 1er juillet 2022, et puis depuis janvier 2023 sur les extensions de bâtiments. Elle introduit deux nouveautés, cette réglementation environnementale. D'une part, le fait de tenir compte du carbone, que ce soit pour pour la consommation d'énergie, mais aussi pour les matériaux, qui était quelque chose qui ne se faisait pas encore dans la réglementation jusqu'alors. Et elle introduit des seuils qui vont diminuer progressivement tous les 3 ans. Donc le premier seuil est en 2022, le prochain sera en 2025, et ensuite on en aura un en 2028 et en 2031, avec l'idée que ça puisse concourir à la neutralité carbone du territoire dont on a déjà parlé. Donc voilà une représentation des objectifs en graphique. On voit du coup que la RT 2012 et la RE 2020 ont quand même assez fortement accéléré la baisse des consommations, des objectifs imposés. Et on voit que là, globalement, sur le sujet de la consommation d'énergie du neuf, on a quand même atteint quelque chose qui commence à être assez efficace. Donc, une des grandes conclusions qu'on peut en tirer, c'est que
aujourd'hui, le sujet, il est plus tant sur la consommation d'énergie du neuf, mais il est beaucoup plus sur la consommation d'énergie de l'existant et puis sur les autres usages, puisque donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la consommation d'énergie en France par type d'activité. L'immobilier, ça représente 43%, mais du coup essentiellement sur l'existant et finalement maintenant assez peu sur le neuf, d'autant plus qu'on va construire de moins en moins. Le transport 30%, l'industrie 23%. Et par contre, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre en France, là on voit que l'immobilier ne pèse plus que 20%, l'industrie pèse pour à peu près un tiers, 28%, et le transport pour 29%. L'agriculture, c'est à peu près autant que l'immobilier. Donc le fait d'agir sur l'agriculture et de décarboner l'agriculture, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, tout ça nous amène à cette idée de neutralité carbone qui peut nous apparaître comme un peu un défi impossible, mais qui est surtout une nécessité. Une nécessité pourquoi ? Pour éviter l'emballement climatique. La neutralité carbone, c'est ce qui nous permettra de rester dans les scénarios climatiques du GIEC, qu'on appelle le RCP 2.6, donc de limiter le réchauffement climatique à 2,3 degrés maximum, là où les autres scénarios nous emmènent sur des choses vers lesquelles on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on sait juste que ça sera assez catastrophique pour tout le monde. La neutralité carbone, elle a été consacrée par les accords de Paris en 2015, avec deux idées qui ont été inscrites. Le fait donc de limiter à 2 degrés maximum et de fournir aux pays en développement des ressources financières pour atténuer les effets du changement climatique. Depuis, on a eu deux déclinaisons législatives, une à l'échelle européenne avec le programme Fit for 55 et puis la stratégie nationale bas carbone, dont Tristan vient a notamment parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux déclinaisons, elles nous disent en gros qu'en 2030, il faut qu'on divise par 2 nos émissions de gaz à effet de serre et qu'en 2050, il faut qu'on soit neutre en carbone. Ce qui veut dire, donc ça c'est un extrait d'un diagramme de la stratégie nationale bas carbone, ça veut dire qu'il faut en 2050 que nos émissions soient compensées par les puits naturels que l'on a à l'échelle nationale. Et là, on vous a mis sur la slide un ordre de grandeur des réductions. On voit qu'on est, pour les bâtiments, 95% de réduction, pour le transport, 97% de réduction. Donc on est vraiment sur des choses qu'on n'a jamais connues jusqu'alors et qui impliquent du coup des stratégies qui sont radicalement différentes que ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. Globalement, si on essaye de synthétiser un peu ce que ça veut dire qu'il faut tout diviser par 5 en usage ou en impact. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, si on prend l'impact carbone de l'alimentation, il faut soit qu'on mange 5 fois moins, c'est pas forcément évident, soit qu'on choisisse des aliments qui sont 5 fois moins émetteurs en carbone. À titre d'information, aujourd'hui un régime végétarien c'est à peu près 4 fois moins de carbone qu'un régime où on consomme plus de produits carnés. Si on regarde les déplacements, par exemple, ça veut dire soit on se déplace 5 fois moins et on conserve nos pratiques actuelles de déplacement, soit on choisit des véhicules qui sont 5 fois moins émetteurs. Aujourd'hui, les véhicules électriques tels qu'ils sont commercialisés, et donc sur lesquels, globalement, les véhicules électriques sont les plus commercialisés, c'est les SUV, on est entre 2,5 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc ça ne suffira pas pour tenir les objectifs. Il faut agir à la fois sur le mode énergétique, mais aussi sur la réduction des besoins, sur la réduction des usages. Alors, une petite partie pour essayer de vous parler de la mesure des transformations qui sont à opérer, avec un travail. Alors nous, on aime bien travailler sur des scénarisations. Il y a tout un tas d'acteurs qui font des scénarios prospectifs pour nous dire quel pourrait être un futur compatible avec les limites planétaires. L'ADEME, on a publié 4 qui s'appellent les scénarios de transition, que je vous invite vraiment à les lire parce c'est un travail qui est phénoménal. Et dans ces 4 scénarios, il y en a 2 qui permettent de tenir les caps qui ont été évoqués, notamment Fit for 55, que sont Génération frugale et coopération territoriale. Il y a aussi Negawatt qui a fait un travail qui fait un travail actualisé fréquemment sur comment on pourrait tenir les limites planétaires et produire de l'énergie. Et donc là, je vais juste vous balayer un certain nombre de conclusions qu'on peut retenir de ces scénarisations à travers des trajectoires. Alors, la trajectoire pour la construction neuve, quand on regarde ces scénarios, c'est de baisser de 30 à 80% le nombre de logements neufs qui sont produits à l'échelle nationale. Donc on voit qu'on commence déjà sur des choses assez sérieuses. Sur le recyclage urbain, les objectifs, ça serait de passer, aujourd'hui on a 4,2% de vacances, donc de logements qui sont inoccupés du fait de la vacance, ça serait de passer à 2% en 2050, de recycler 70 à 80% des friches selon les scénarios.
Sur la rénovation, qui est vraiment le sujet majeur et le sujet sur lequel on a vraiment tout est devant nous, l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, c'est que 100% des logements soient BBC en 2050, ce qui implique, alors là, selon les programmes de prospective, entre 370 puis 700 000, il y a toujours une logique de progressivité quand même, ça serait 370 000 rénovations puis 700 000 sur la période 2030-2050 selon la SNBC. Sur les scénarios ADEME, on est plutôt à 800 000, 1 million. Aujourd'hui, globalement, en 2022, on en a rénové 66 000. Donc ça vous montre le niveau de ce qu'il faut faire par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Sur les trajectoires de production énergétique, il faut multiplier par 2 la part d'énergie renouvelable dans le mix. Ça, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui le dit. Ça veut dire, selon différents scénarios, on sera entre 150 000 et 250 000 hectares de panneaux solaires photovoltaïques, entre 15 000 et 35 000 éoliennes d'ici à 2050 à installer. Donc là encore, les choses ont été chiffrées et on voit qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont vraiment importants. On vient d'en parler sur les réseaux de développement de chauffage urbain. Il faudrait, selon la SNBC, faire x5 sur la quantité de chaleur et de froid d'origine renouvelable dans ces réseaux. Sur les déplacements, alors selon les scénarios, on est sur une réduction de presque moitié des kilomètres parcourus en voiture. Ça, c'est le scénario 1 de l'ADEME qui le dit. Sur le transport en commun et le vélo, on est sur x2 de part modale de transport en commun. Donc, il faut qu'on utilise 2 fois plus de transport en commun au détriment de la voiture. Et sur le vélo, on est sur x4. Donc, on est vraiment sur un recours massif au vélo. Et ça, c'est la SNBC qui le dit. Toujours dans cette logique un peu de scénarisation, en 2050, on aurait le droit à combien de kilomètres si on voulait être compatible avec la neutralité carbone? Alors là, c'est avec les chiffres d'intensité carbone des véhicules actuels. On voit qu'en voiture, c'est 4 km par jour. En SUV électrique, c'est 6 km par jour, donc ça reste pas beaucoup de kilomètres tous les jours. Et après, bien sûr, quand on va sur des choses plus décarbonées, le vélo électrique, c'est moins un sujet. Et pour info, aujourd'hui, les chiffres, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, en France, on fait plutôt 30 km en voiture par personne, et on fait plutôt 300 mètres en vélo, quand on remet ça à l'échelle nationale. Donc on voit que les choses doivent vraiment s'inverser de manière assez drastique. Je vais aller assez vite sur cette partie, juste pour vous dire que les filières aménagement et bâtiment ont fait leur feuille de route de décarbonation. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous donner ces éléments-là. Je vous invite à les lire, on vous diffusera le PowerPoint. Mais globalement, la feuille de route de décarbonation de l'aménagement a identifié 6 leviers pour décarboner son secteur, 12 mesures prioritaires, avec des choses assez intéressantes et assez novatrices, comme le fait de rémunérer le carbone stocké dans les opérations d'aménagement et dans les opérations de construction. La filière bâtiment a elle aussi fait sa feuille de route de décarbonation. Tout ça, c'est des choses assez récentes qui ont été publiées l'an dernier, qui se basent sur 5 axes, 25 leviers. Donc réduire l'impact de la production des composantes du bâtiment, construire avec exemplarité dans le neuf, améliorer la performance de l'existant, un enjeu fondamental, faire preuve de sobriété dans l'usage des bâtiments, et puis tout un tas de mesures transverses qui ont aussi été détaillées. Je vous inviterai à lire tout ça à tête reposée, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et du coup, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il reste 7 minutes. Bon, ça va. Et donc, du coup, dernière partie sur ce qu'on peut imaginer faire maintenant. Alors là, du coup, je vais plutôt m'appuyer sur un certain nombre de projets qu'on a pu développer avec des partenaires sur le territoire de la métropole, avec un premier encart plutôt sur les nouvelles méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la métrique carbone. Donc c'est le bilan carbone qu'on a réalisé sur une opération d'aménagement, donc l'opération de Pyramide-les-Îles, où on a fait le bilan carbone total de l'opération, en empreinte carbone, et où on voit du coup donc en couleur claire, c'est un scénario qu'on a considéré comme étant un scénario c'est un scénario comme d'habitude, et puis en couleur foncée, c'est un scénario projet. On voit qu'aujourd'hui, les sujets, ils sont plus tant sur la consommation d'énergie, qui représente finalement pas grand-chose sur un projet de quartier neuf, mais par contre, sur les sujets de mobilité, sur les sujets d'usage, sur les sujets de matériaux de bâtiment, là, il y a des choses à faire, il y a des leviers qui sont autrement plus importants. Sur l'île de Nantes, donc dans le cadre de la stratégie climat, stratégie environnementale de l'île de Nantes, l'objectif il est d'essayer d'atteindre les 2 tonnes de CO2 dès 2040, donc avec 10 ans d'avance sur ce qui est envisagé à l'échelle nationale.
Et pour ça, du coup, ça veut dire que ces acteurs, les acteurs de l'aménagement doivent vraiment changer leur manière de travailler. On ne va plus seulement faire des espaces publics, faire de la construction, mais il faut aussi interroger comment les gens vont se déplacer sur le quartier, comment on arrive à faire en sorte que les gens se déplacent différemment, comment on arrive aussi à faire que les gens peut-être mangent différemment, achètent différemment. Donc on sent bien qu'on est en train de réinventer les métiers de l'aménagement, et ça, pour le coup, je pense que ça peut faire écho à y compris tous les métiers de l'ingénierie, où on sent bien qu'il faut qu'on arrive à agir sur tout si on veut tenir nos engagements climatiques. Alors, donc là on parlait plutôt de méthode, maintenant on va plutôt parler de projets. Je vais essayer d'illustrer avec quatre grandes typologies de projets qui ont vocation à transformer l'écosystème des acteurs. La première, c'est d'aider à la création de filières de matériaux décarbonés. Donc ça, c'est un travail qui est issu de ce qu'on développe sur le projet de Pirmine-les-Îles, où on a regardé ce qu'il y avait sur le territoire. Sur le territoire autour de Nantes, on n'a pas tant de forêt que ça, finalement, c'est ce que vous voyez sur la petite carte. Mais par contre, on a énormément de surfaces agricoles. Et donc, ce qu'on a souhaité développer, et c'est ce que vous montre le deuxième schéma, c'est de faire appel à des biosourcés qu'on appelle les biosources annuelles, donc c'est-à-dire toutes les fibres végétales qui peuvent assez facilement, alors soit la paille, on en a déjà plein, soit le chanvre, on peut le planter entre deux cultures. Alors ça peut paraître simple comme ça de se dire on va isoler tous nos bâtiments avec ces matériaux-là, mais en réalité c'est extrêmement complexe parce que c'est des matériaux qui sont encore peu utilisés et qui pourtant sont un levier majeur pour atteindre ce sujet de neutralité carbone. Et du coup, pour faire ça, on a cadré les systèmes constructifs. Donc, c'est-à-dire que donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le plan du projet, de la première phase du projet. On a décidé que les bâtiments en vert seraient isolés en fibre de chanvre. On a décidé que les bâtiments en jaune seraient isolés en bottes de paille ou en paille hachée, que les bâtiments en orange, pardon, c'est bottes de paille, et en jaune, c'est en paille hachée. Donc on a prescrit ça à tous les constructeurs, à tous les promoteurs qui vont venir construire sur le quartier. Ce qui permet du coup un gain carbone qui est assez conséquent. Donc là, on a le gain par rapport à la réglementation environnementale, le prochain seuil de la réglementation environnementale. On gagne 2730 tonnes de CO2. Et on a une quantité de matériaux biosourcés qui sont mis dans les projets qui est là aussi conséquente. Et on est en mesure, du coup, dès le début, avant même que les bâtiments soient construits, de dire on va mettre 150 tonnes de paille hachée dans le projet, 110 tonnes de bottes de paille, 200 tonnes de chanvre, etc., etc. Donc on est en capacité finalement à la fois de donner une visibilité aux filières locales et puis de faire en sorte qu'elles puissent aussi adapter leur outil industriel. Ça, par exemple, c'est un extrait suite du coup aux consultations qui ont été faites là, au cours de l'année dernière. On a déjà un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui se sont positionnés et qui nous ont dit par la méthode que vous avez développée, on va pouvoir investir dans une nouvelle ligne de production pour faire des façades en bois ou dans un système pour aller insuffler de la paille dans les façades qui seront développées sur le projet. Alors, juste rappeler quand même quelques précurseurs, parce que ce que je vous dis là, ça ne se base pas sur rien. À Saint-Dié-des-Vosges, donc dans les Vosges, un bailleur social, en 2013, avait livré un bâtiment de 7 étages isolé en bottes de paille. Plus récemment, on a un autre bailleur à Paris qui a fait une isolation d'un programme de logements sociaux, là aussi en bottes de paille en ville. Donc c'est des choses qui existent, mais qui sont aujourd'hui encore anecdotiques, et l'idée c'est de réussir à les massifier pour que ça se développe massivement sur les territoires. Autre sujet, c'est celui de la production d'électricité décarbonée et autoconsommée. Là encore, nécessité de cadrer les choses en amont. Donc ça, c'est un extrait du projet Pirmine-les-Îles où on identifie toutes les toitures où on va avoir une production d'énergie photovoltaïque. Pareil, c'est important d'anticiper parce que si on ne le prévoit pas et qu'on se retrouve avec des promoteurs qui veulent installer des panneaux solaires à l'ombre, par exemple, ça ne marche pas. Donc on a besoin d'avoir ce cadrage, on a besoin de refaire de la planification énergétique territoriale, et c'est ce qu'on essaye de faire. Juste dire que sur l'île de Nantes, il y a un projet intéressant d'autoconsommation collective qui est développé, que je vous invite à regarder. C'est là aussi assez novateur, c'est la seule opération qui fait ça à cette échelle-là pour le moment en France. Et puis rappeler des précurseurs à Carquefou, donc pas loin d'ici, projet de production photovoltaïque assez massif, et puis projet à l'immeuble ABSA à Grenoble, où là aussi on a eu une quantité de production importante.
Je vais essayer d'être assez rapide sur la notion de transformer l'écosystème vélo, mais elle est assez fondamentale. Il faut que dans les projets d'aménagement, on soit en capacité de construire un écosystème vélo complet. Je ne rentre pas dans le détail de cette petite image, mais elle est super intéressante. C'est la fédération de la FUB qui a fait ça et qui dit en gros que si on veut faire une ville accueillante aux cyclistes, il ne faut pas juste faire des pistes cyclables, mais il faut prévoir tout ce dont ont besoin les cyclistes, donc le stationnement, la réparation, l'indemnité kilométrique des employeurs pour favoriser l'usage du vélo, toutes ces choses-là. Nous, on a essayé de traduire un peu ça dans notre projet Pierre-Mille-les-Îles, avec première chose qui est de mutualiser le stationnement et de sortir du quartier. Donc on a 2 parkings silos qui sont situés à chaque extrémité du quartier, et on a du coup un cœur de quartier qui est totalement libéré de la voiture. On a fait aussi tout un travail pour que les gens aient peu à se déplacer sur ce quartier-là, donc ils auront tous les services du quotidien, ce qui fait qu'ils ne seront pas obligés de prendre leur voiture pour aller acheter du pain ou pour aller à la pharmacie, ils auront tout sur place. On a aussi fait tout un travail sur qu'on appelait le pôle mobilité et services, donc qui est comment on arrive à faciliter le fait de se passer de sa voiture en donnant accès à des services d'autopartage, en donnant aussi accès à des services de location de charrette pour aller faire ses courses, parce que des fois on a un vélo et si on va aller faire ses courses, c'est quand même compliqué, donc on va prendre sa voiture. On veut aussi travailler sur les véhicules intermédiaires, donc tout ce qui est entre le vélo et la voiture, etc. etc. L'idée demain, c'est aujourd'hui, les objectifs du PDU en 2015, ils étaient qu'on soit à 12% de vélos en 2030. Nous, notre objectif sur ces opérations-là, c'est plutôt d'être autour de 50% de vélos, ce qui est globalement ce qu'on observe dans des villes comme Copenhague et Amsterdam. Donc ça a des implications quand même assez massives sur le changement des espaces publics, donc c'est un peu ce que montrent les photos en bas, où par exemple à Amsterdam, ils reconvertissent des parkings voitures pour les passer en parking vélo. Ou l'autre petite illustration là qu'on voit en bas à gauche, c'est des zones qui deviennent interdites au vélo parce qu'en fait ils se rendaient compte qu'il n'y avait plus assez de place pour les piétons, donc ils ont été obligés d'interdire certaines zones au vélo. Et puis c'est peut-être aussi renouveler l'architecture pour donner plus de place et plus de visibilité au vélo. Donc là ce que vous voyez, l'image de gauche, c'est une image de rendu de concours du projet qu'on fait Pierre-Mille-les-Îles, où on voit vraiment que les vélos prennent une place qui devient prépondérante et sont vraiment visibles depuis l'espace public. Et puis à droite, des projets livrés où on peut monter son vélo dans les étages. Donc c'est des choses aussi qu'on trouve assez intéressantes pour essayer de favoriser, de simplifier le recours. Et puis je vais finir sur dernier type de projet qui est, là qui tient en une slide, mais qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qui a encore du mal à exister, c'est comment on réinvente le cycle organique des territoires. Aujourd'hui, on produit énormément d'azote pour aller fertiliser des sols. Ça a un impact environnemental qui est conséquent. Il commence à y avoir des entreprises qui réfléchissent à la valorisation de l'urine dans les milieux denses. Il y a des expérimentations qui se font aussi sur les toilettes sèches. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse un habitat participatif à Dole de Bretagne où on est sur du logement collectif en toilettes sèches. Et tout ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'à un moment, ça, alors au même titre que le travail sur les filières et sur le fait d'aller chercher des matériaux produits localement, reconnecte la ville avec le monde rural, le fait de se dire que ce qui est produit en ville peut aussi servir à fertiliser les champs, je trouve que c'est des éléments pour le futur qui sont assez intéressants et assez enthousiasmants. Voilà. Merci pour cette présentation. Terrible. Alexandre Bastien. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, donc, je vais laisser la place à monsieur Arnaud de Beauregard, qui va commencer par la présentation du groupe Atlantique. Bonsoir à tous. Je suis Arnaud de Beauregard. Hop, c'est dans l'autre sens. Je suis directeur régional pour le groupe Atlantique. J'espère que vous connaissez tous le groupe Atlantique. C'est une industrie régionale qui est basée en Vendée, qui fabrique beaucoup de solutions de chauffage, de production d'eau chaude et de traitement d'air. Donc je vous remercie de cette invitation parce qu'effectivement, la transition bas carbone de l'habitat est un sujet évidemment très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'industriel, on fabrique des produits qui vont dans le sens des deux présentations qu'on nous a montrées.
On essaie de répondre à ces besoins-là. Et pour vous qui avez sans doute travaillé dans l'industrie, vous savez qu'on ne réagit pas du jour au lendemain dans une industrie. On a parlé tout à l'heure, vous aviez évoqué des changements réglementaires. Ben, les changements réglementaires, pour un industriel, faut cavaler. Parce que quand du jour au lendemain, on vous fait différentes réglementations thermiques, et c'est très bien, hein, bien entendu, il faut que nous, en tant qu'industriels, on puisse réagir et avoir le produit, ou les produits, les propositions de produits qui vont pouvoir aller dans ce sens-là. Donc c'est important pour nous, effectivement, d'être au cœur, d'être proche des bureaux d'études, d'être proche aussi des élus et des politiques énergétiques qu'il peut y avoir, pour être au plus près des solutions qu'on pourrait développer dans nos industries. Je vais vous présenter juste quelques slides du groupe Atlantique pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, hein, et puis je vais vous montrer après quelques solutions, quelques produits qu'on peut avoir, qui vont dans le sens des deux présentations qu'on vient d'avoir. Donc le groupe Atlantique, il est basé à La Roche-sur-Yon. Le siège social était là-bas depuis sa création en 1968. Aujourd'hui, c'est 13 000 collaborateurs, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une présence sur les 4 continents des 4 continents de la Terre, 31 sites industriels et à peu près 10 millions de produits qui sont fabriqués tous les ans, pardon. Excusez-moi. Le marché français représente à peu près la moitié de ces chiffres, c'est-à-dire que le marché français représente pour nous à peu près 1,5 milliard d'euros. Il représente, alors pas 31 sites industriels, mais 13 sites industriels et bientôt un 14e, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis à peu près la moitié de la production des appareils qui sont faits tous les ans. C'est un groupe familial qui appartient à deux familles, la famille Lamour et la famille Rada, qui sont toujours au capital de l'entreprise et qui sont basés à La Roche-sur-Yon. Et puis bien sûr, il y a une direction régionale, une direction générale en région parisienne. C'est important puisque la famille Lamour et la famille Rada sont avant tout des capitaines d'industrie qui ont énormément investi dans la recherche et développement, et ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le groupe est sur presque l'ensemble des solutions qui puissent être apportées sur l'ensemble des énergies disponibles. Alors, je vous ai mis les 5 raisons de préférer le groupe Atlantique. Je ne sais pas forcément ce que je vais vous demander de préférer le groupe Atlantique, mais je voulais surtout insister sur la transition bas carbone. C'est très important pour nous. C'est sur 2 vecteurs, la transition bas carbone dans le groupe Atlantique. C'est évidemment pour les produits qu'on va proposer, évidemment pour les solutions thermiques qu'on va proposer. On se doit évidemment de proposer des solutions qui vont dans ce sens-là. Et puis, l'autre sujet, c'est en tant qu'industriel, tout à l'heure j'entendais, je crois que c'était 28%, il me semble que l'industrie représente 28% des émissions de gaz à effet de serre. Nous, en tant qu'industriels, vous avez vu 31 sites dans le monde, 13 en France, on est particulièrement concernés aussi par cette transition. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, puisque là c'est la transition énergétique en tant qu'industriel, mais ça fait partie des 2 vecteurs très importants pour nous pour aller vers cette transition bas carbone. Des solutions multi-énergie. Alors pourquoi dans un groupe industriel comme nous, sur le marché qu'on appelle le HVAC, HVAC qui veut dire Heat, Air Conditioning et Ventilation, on se doit d'être présent sur une grande majorité des solutions parce que justement les politiques énergétiques, depuis, on l'a montré tout à l'heure sur le graphique, j'ai vu, ont changé et il faut que nous on puisse aller dans ce sens-là. Donc on a, je vais un laser ici, on a différentes solutions aujourd'hui qui sont proposées par le groupe. Ça va effectivement de la pompe à chaleur RR, plus connue sous le terme de climatisation, mais aujourd'hui on va l'appeler pompe à chaleur RR, des systèmes de plancher chauffants, des sèches-serviettes, des radiateurs électriques. Donc là on est plutôt sur des produits type effet Joule, donc on n'est pas sur des solutions type bas carbone, mais on en voit encore aujourd'hui. Des chaudières murales gaz, voire fuel, il s'en va encore quelques-unes, du chauffe-eau électrique, de la ventilation, simple ou double flux, des préparateurs de chaude sanitaire, des pompes à chaleur hydrauliques et hybrides, qu'elles soient individuelles, pour une maison individuelle, ou qu'elles soient pour le collectif. Tout à l'heure, on parlait de logement collectif. Bien sûr, on se doit aujourd'hui, et la RE 2020 va dans le sens essentiellement du thermodynamique dans le collectif, donc on se doit de développer, produire
rapidement des solutions thermodynamiques pour les logements collectifs. On a des chaudières collectives, quelles que soient les énergies, des centrales de traitement d'air, c'est très important parce que isoler nos bâtiments, comme on l'a montré tout à l'heure, ça veut forcément dire traiter l'air le mieux possible et à moindre coût, et c'est très important. Et puis aussi, on a une partie chaudière industrielle. Tout à l'heure, on a parlé de réseau de chaleur. Bien entendu, dans notre famille de chaudières collectives, il y a toute une arborescence de produits qui peuvent être mis sur les réseaux de chaleur. En particulier, on va parler de MTA, c'est-à-dire modules thermiques d'appartement, qui sont le petit module que vous aurez dans votre logement qui va permettre de gérer la température de votre chauffage, voire de l'eau chaude sanitaire que vous allez avoir, parce que les gros tuyaux qu'on nous a montrés tout à l'heure, sur pression, évidemment, après, il faut les adapter à chacun de vos logements, dans les logements, pour qu'ils puissiez avoir la bonne température. Et puis, il y a toute une fabrication de ballons tampons qui vont aller sur les surpresseurs, etc., qui vont pouvoir desservir l'ensemble des logements. Donc voilà, il y a toute une batterie de produits qui vont sur ces réseaux de chaleur, et on est évidemment très à l'écoute des solutions, et tous nos ingénieurs de recherche et développement sont sur des sujets pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre au bout de ces tuyaux. Alors je vous ai mis la répartition de notre chiffre d'affaires, non pas pour des questions économiques, mais pour montrer ce que ça représente, la transition bas carbone qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a 24 ans, le groupe Atlantique fabriquait essentiellement des produits type effet Joule, du radiateur électrique, du chauffe-eau électrique, ou du sèche-serviette, et il y avait environ un petit quart de notre activité qui concernait soit de la clim et de la ventilation ou des chaudières. Si on prend 22 ans plus tard, le chiffre d'affaires est passé de 300 millions à 3 milliards, ça c'est une chose, mais ce que je voulais surtout vous montrer par cet élément, c'est qu'aujourd'hui, dans notre activité, 30% de notre activité sont faites par des pompes à chaleur RO, RR ou des chauffe-eau thermodynamiques, c'est-à-dire presque un tiers aujourd'hui des produits que l'on vend aujourd'hui sont sur cette technologie dite thermodynamique, et qu'aujourd'hui on voit la partie évidemment électrique, l'effet Joule, qui est de moins en moins fort, même si on en voit encore beaucoup, parce que c'est que de la proportion tout ça. On voit qu'effectivement pour nous industriels, le thermodynamique, c'est pour l'instant la solution sur laquelle on souhaite développer, et c'est là-dessus que nos ingénieurs travaillent pour essayer de développer les nouveaux produits. On en fait depuis des années, mais pour aller dans les solutions dans le collectif, on se doit de développer le thermodynamique sur des solutions individuelles. On a des implantations un petit peu partout en Europe. Alors, je vais passer là-dessus. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que la transition bas carbone, c'est aussi, et ça veut dire aussi, produire au plus proche. On sait que l'activité thermodynamique est une grande partie fabriquée en Asie, puisque ça fait très longtemps qu'ils utilisent ces technologies. On a en France, nous, dans le groupe Atlantique, on développe des packs RO, des packs RR, souvent encore avec des groupes extérieurs qui sont fabriqués en Asie. Et évidemment, pour être dans cette solution bas carbone, on se doit, pour nous, industriels, d'avoir une production qui soit plus locale. On a une croissance externe depuis la création du groupe, depuis une cinquantaine d'années, avec différents rachats qui ont eu lieu en France, en Europe, essentiellement. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fabrique en France les produits qui vont aller sur ces solutions de production de chaude et de chaleur. Et donc, en 2025, on va inaugurer une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône. J'ai même mis le poste de Sébastien Martin, qu'il a annoncé il y a quelques jours, puisqu'on va investir 150 millions d'euros dans une unité de production, 40 000 m², 300 nouveaux emplois, pour produire ces fameux groupes extérieurs, les ventilos, pas très beaux, qu'on voit qui sont à l'extérieur, pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, on fabrique les modules hydrauliques, la partie qui est à l'intérieur de la maison, mais on ne fabriquait pas encore l'extérieur. La technologie, maintenant, on est capable de la faire. Et en fait, tout simplement, ça veut dire pour nous doubler notre capacité de production. C'est-à-dire qu'on fabrique 80 000 pompes à chaleur par an, mais on fabrique 80 000 modules hydrauliques. Donc demain, si on veut fabriquer le groupe extérieur, il faut qu'on ait une usine qui fabrique 80 000 modules hydrauliques.
Donc voilà, c'est une des raisons de cette création d'entreprise. Donc on envoie le bénéfice, hein, puisque évidemment, là, ça va être de l'emploi local en France. Alors c'est peut-être pas dans les pays de la Loire, mais bon, on a déjà une usine qui embauche 1200 personnes à La Roche-sur-Yon. On va avoir ce nouveau projet. Et puis, cette usine, en fait, a donné suite à une première usine en 2016, dans le nord de la France, à Pilly-Berclos, qui a été ouverte, qui avait vocation à tenir 10 ans et qui est déjà saturée. Donc voilà, tout ça pour dire que les solutions bas carbone, c'est aussi d'avoir des industries qui soient au plus proche de nos logements et de là où on les utilise. Bon, ça c'est le développement du groupe, je vais vous passer là-dessus. Ce qui est important, c'est les grands chantiers environnementaux du groupe Atlantique qu'on peut avoir. Donc la décarbonation, on en parlait tout à l'heure. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par une stratégie bas carbone. Je vous en parlais tout à l'heure en introduction. Les deux grandes lignes qui sont pour nous, c'est évidemment nos produits, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est là où on se doit d'avoir une recherche et développement importante sur les solutions de chauffage et de production de chaude qu'on peut avoir. Et puis, ça, c'est notre activité en tant qu'industriel, avoir des unités de production avec des bilans carbone qui soient le plus raisonnable possible. On a par exemple à La Roche-sur-Yon, sur le site de La Roche, un four énorme qui cuit toutes les peintures qui enveloppent les chauffe-eau électriques, par exemple. C'est un appareil qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque toute l'année, à part l'entretien. C'est un élément très important sur lequel nous devons faire des efforts énergétiques pour avoir des solutions pour que ce poste, qui est le plus gourmand évidemment de l'usine, soit effectivement le plus adapté. Après, on a différents sujets dans un groupe industriel comme nous. Il y a les déclarations environnementales produits, c'est promouvoir un affichage environnemental expert et transparent, c'est-à-dire vis-à-vis du consommateur, pour avoir des fiches, qu'on appelle des fiches PEP, qui présentent les profils environnementaux de nos produits. Et puis, élargir l'éco-conception de produits et avoir une économie circulaire, c'est pouvoir recycler nos produits, quel que soit le type d'énergie qu'ils utilisent. Après, il y a le traitement des substances nocives et l'exigence des distributeurs. Ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, ça fait partie des grands enjeux que le groupe Atlantique, des grands enjeux environnementaux que le groupe Atlantique souhaite mettre en avant. Accélérer le développement des solutions bas carbone. Qu'est-ce que c'est pour un industriel comme nous? Et bien, vous voyez, en 2010, c'était donc 16% des deux solutions qui étaient sur ce sujet-là. Si on se transpose en 2030, et on est plus proche de 2030 aujourd'hui que de 2010, ça va être 50% des solutions que va pouvoir le groupe Atlantique, 50% des solutions qui seront des solutions dites ENR. Donc on voit vraiment une transition pour nous, industriels, des choix de produits, des choix de décision de production qu'on doit faire pour passer de un quart à presque de la moitié de nos produits. Donc ça nous demande beaucoup d'efforts, de recherche et développement, de développement d'usines, d'industrie, d'embauche, évidemment, et d'éco-conception de ces produits. Des solutions décarbonées. Forte ambition de développer des solutions thermodynamiques et de passer de 30% à 50%, je vous montrais tout à l'heure, en 2030. Alors, avec quoi? En première chose, avec l'accélération de la pompe à chaleur. Évidemment, c'est un produit phare utilisant de l'énergie renouvelable. On utilise la technologie du thermodynamique, mais on n'en est qu'au début, en fait. Aujourd'hui, on sait comment fonctionne, vous devez savoir comment fonctionne le thermodynamique. Simplement, en fait, toutes les solutions qu'on pourrait raccorder à cette solution thermodynamique, on n'en est encore qu'au début. On pourrait inventer un tas de choses, un tas de produits qui utilisent l'énergie thermodynamique pour aller dans nos logements, pour faire de l'eau chaude et pour faire du chauffage. On a en France, en Europe, mais en particulier en France, une carence, en tout cas, sur le développement des produits utilisant la thermodynamique. L'Asie est loin devant nous, ce n'est pas forcément le cas en France. Et aujourd'hui, le groupe Atlantique a créé une Thermodynamic Academy, c'est un grand labo de recherche, c'est 30 millions d'investissements dans le nord de la France, où on embauche des ingénieurs, des jeunes ingénieurs,
pour pouvoir développer les produits thermodynamiques qu'on va utiliser demain dans nos logements pour pouvoir adapter cette techno à des solutions individuelles dans le collectif, parce qu'aujourd'hui on a peu de solutions à présenter aujourd'hui en solutions individuelles mais dans le collectif, parce que même si on a des réseaux de chaleur un peu partout, on ne les a pas à tous les endroits, donc il faut bien qu'on remplace nos chaudières gaz par quelque chose, et par du thermodynamique, mais du thermodynamique dans le collectif, c'est pas simple à placer. Ensuite, on a le développement des solutions hybrides, c'est très important, utiliser la bonne énergie au bon moment. On sait qu'il y a des moments, l'hybridation du collectif en particulier, c'est très important. On a besoin d'utiliser du thermodynamique, mais on peut avoir une hybridation avec du gaz, c'est utile, il y a des moments où l'énergie gaz peut être favorable dans certains cas. Accompagner le besoin croissant de climatisation. Malgré tout, nos bâtiments sont de plus en plus isolés. Vous le savez, peut-être que certains d'entre vous ont fait construire des maisons dans les années passées. On sent que dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a de la chaleur, on a vite fait d'avoir des bâtiments où il fait 25-28 degrés l'été. Donc on a aussi besoin d'avoir une solution de climatisation de ces bâtiments, et ça va devenir quelque chose de plus en plus important en fait, dans les années à venir. C'est quand vous allez faire construire une maison, vous allez d'abord vous poser la question, comment je la rafraîchis? Avant de se poser la question de comment je la chauffe. C'est surprenant. Plus de 60 millions d'investissements en R&D dans les solutions thermodynamiques, donc c'est ce que je vous disais avec la Thermodynamic Academy. Plus de 50 millions d'euros investis pour doubler la capacité de production des sites produisant des solutions thermodynamiques. Donc c'est les investissements qu'on fait sur le groupe qui sont de manière très importante. Et puis évidemment des investissements ciblés sur des technologies vertes qu'on peut avoir et des nouveaux produits qui vont sortir dans les années qui viennent. Donc les fiches PEP, je vous en ai parlé rapidement, c'est très important. On est fondateur de l'association PEP qui mesure l'impact environnemental des produits. Donc on participe énormément à ces ateliers et à ces travaux. Alors, on a fait un lancement en 2022 d'une campagne bilan carbone sur 18 sites. Ça, c'est le côté industriel, où on se doit, nous, de réduire nos gaz à émissions d'effet de serre sur les sites industriels. Voilà, on fait ça en accord avec l'ADEME, bien évidemment. C'est des travaux d'ampleur, c'est des très bons investissements pour nous, mais ça fait pas forcément partie des axes de développement qu'on pourra avoir sur ces sujets-là. Je suis dans le timing. J'ai un peu de bonus là? Bon, de toute façon, c'est la fin, donc ça tombe très bien. En route vers l'économie circulaire, la gestion de la fin de vie des produits, c'est un élément très important. Savoir comment on va retraiter nos produits, parce que c'est bien d'équiper les maisons avec des chauffe-eau thermodynamiques, sauf qu'à un moment, forcément, il va falloir le changer, donc il va falloir retraiter les déchets. Et c'est vraiment aussi, dans le cadre des recherches et développements qu'il peut y avoir du groupe Atlantique, quelque chose de très important. La gestion des emballages, bien évidemment. La gestion des emballages sur les chantiers aujourd'hui, c'est une part très importante. Et on doit participer, nous, en livrant nos produits emballés, de savoir que vont devenir tous ces emballages. On va bientôt ne plus avoir de polystyrène qui vont envelopper nos produits. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place? Comment faire pour que le produit il arrive dans le logement, dans un chantier, sans qu'il soit abîmé? C'est pas une simple affaire. Donc voilà, et il faut qu'on puisse aussi développer ces solutions qui vont avec ces produits. Voilà, je vous remercie. Et donc merci à vous, monsieur Arnaud de Beauregard, pour cette présentation riche en informations encore une fois. Donc nous avons pu avoir quelques solutions qui sont apportées par certains industriels vis-à-vis des problèmes que nous avons pu voir précédemment dans les deux présentations du début. Et donc je vais maintenant laisser la parole à monsieur... Ah, je ne sais pas bon avec les prénoms. Monsieur Pierre-Emmanuel Roger. Donc Pierre-Emmanuel Roger pour la présentation donc, en lien avec BIM qui travaille dans les panneaux solaires. Merci, on bosse, effectivement. Merci, j'espère que vous avez encore un tout petit peu d'énergie pour m'écouter. Merci de m'avoir invité pour me donner l'occasion de présenter BIM.
BIM, voilà, moi je suis un des 3 cofondateurs de BIM et je suis le directeur technique. Voilà, je suis ingénieur. J'ai fait ma prépa ici au lycée d'Yvette, peut-être que ça rappelle des souvenirs à certains. C'était déjà il y a quelques années. Hop là. Je ne sais pas s'il faut appuyer sur un... Ok. C'est quoi notre mission chez BIM? On s'est donné pour mission d'accélérer la transition énergétique des particuliers en leur donnant toutes les clés pour mieux maîtriser leur énergie à la maison. Voilà, vaste sujet. Je crois qu'on a entendu pas mal de choses côté collectivité publique et aussi côté industrie. Là, on parle vraiment des ménages, des foyers. Nous, notre cible, c'est vraiment les particuliers. En quelques mots quand même pour vous présenter BIM, on a une start-up nantaise, donc on a été créé en 2019, les années passent, ça fait 5 ans maintenant. On était 3 cofondateurs chez BIM, donc Arthur, Ralph et Pierre-Manuel, je vais vous demander d'essayer de les retrouver là-dedans. Et puis aussi Imagination Machine, c'est peut-être un nom que vous connaissez ici à Nantes, c'est ce qu'on appelle un start-up studio qui a été créé par Rob Spiro en 2017 ou 2018, je ne sais plus, et qui est on va dire, une pépinière de start-up sur la région nantaise et qui crée comme ça régulièrement des start-up qui essaient de les faire grandir. Il y a à son palmarès une petite dizaine de start-up. On fait partie de ces start-up qui ont grandi justement à Nantes dans l'écosystème nantais. On a bien grandi depuis, on est une quarantaine de personnes, pas seulement à Nantes, on a aussi des bureaux à Paris, puis on a des gens qui sont à Montpellier, à Bordeaux aussi. On essaie si on ne trouve pas les talents sur la région nantaise, on essaie d'aller les chercher là où ils sont aussi, quelquefois un petit peu dans les territoires, comme on dit. Comme on est une start-up, voilà, on passe forcément toujours un petit peu par la case levée de fonds. Donc voilà, je peux vous dire qu'on a bien grandi, on a fait plus de 20 millions d'euros de levée de fonds. Ça nous a permis, alors je vais vous expliquer ce qu'on a fait avec, pas juste cramer cet argent bêtement, mais on a surtout essayé de trouver des solutions justement pour aider nos clients. Et ce qui est important, c'est que tous les gens que vous avez sur la photo, on est une entreprise qui est très intégrée, on a vraiment tous les métiers en interne qui sont de la conception à la commercialisation, en passant par la logistique, par le marketing, par les achats. On essaye de tout avoir en interne pour avoir une meilleure maîtrise et une meilleure cohérence de notre développement. On s'est donné quelques grands objectifs chez BIM. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été passés, je ne vais peut-être pas passer trop de temps dessus, mais on essaie de viser 2030, ça va venir vite, en se disant qu'on va axer notre action sur 3 choses. D'abord, on va accélérer la production d'énergie solaire. Vous allez le voir, je vais vous parler pas mal de panneaux solaires. Mais on n'a pas juste comme ambition de faire plus de production solaire, on veut aussi réduire la consommation d'énergie. Donc on va essayer d'accompagner nos clients sur une meilleure maîtrise, encore une fois, de l'énergie à la maison. Et puis le but, c'est évidemment de réduire les émissions de CO2 grâce à justement cette accélération de l'énergie solaire et la réduction de l'énergie. Nous, ce qu'on pense chez BIM, c'est qu'on est un peu à un point pivot d'un changement de paradigme assez important dans notre manière de consommer de l'énergie électrique à la maison. Et on pense qu'on est vraiment sur ce point pivot et on a envie chez BIM pas juste de surfer dessus, mais surtout de pousser la vague et de continuer d'accélérer. En fait, hier, si on regarde comme ça, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'était quoi le monde de l'énergie, le monde de l'électricité chez les particuliers? C'était un seul fournisseur national, je ne vais pas donner son nom, je pense qu'on le connaît tous. Ça commence par E, ça finit par F. L'électricité était globalement gratuite. Alors, je pousse un peu le trait, hein, mais globalement, je pense qu'elle était, grâce au nucléaire, c'est une chance vraiment très peu chère, et du coup, je pense que ça pesait pas tant que ça sur le budget des ménages, et du coup, on ne faisait pas forcément attention. C'était, on va dire, gratuit. Je pense que la pression CO2 était inexistante. Je pense qu'il y a quelques années, on s'en foutait, hein, clairement, de savoir d'où venait notre électricité, quelle était notre empreinte carbone de l'électricité. C'était vraiment le dernier de nos soucis. Enfin, moi, je me souviens très bien, je suis ingénieur, voilà, je suis de la promotion 2006 de l'école polytechnique, et donc ça fait 15 ans que je suis sorti de l'école. Faites le calcul. Je me souviens très bien que quand j'étais à l'école, je m'en foutais, enfin, c'était vraiment pas un sujet, quoi. Enfin, honnêtement, je me prédestinais pas du tout à travailler dans ces sujets-là. Puis effectivement, la société a évolué, puis on prend ces sujets, on s'en empare, et finalement on finit par travailler dedans et essayer de trouver des solutions. Donc la pression était quasiment inexistante, et surtout il y avait aussi un côté un peu source infinie, je pense, de l'énergie. Je pense qu'on ne s'est jamais
vraiment dit, quand j'appuie sur un interrupteur, potentiellement la lumière ne va pas s'allumer. En fait, aujourd'hui, potentiellement, ça peut être le cas. Et je pense que demain, et même aujourd'hui, on est en train de basculer dans un monde, déjà le marché de l'énergie est ouvert, vous n'êtes plus obligé d'acheter votre énergie chez EDF, vous avez une multitude d'acteurs alternatifs, vous avez un prix croissant de l'électricité, je ne vais pas vous expliquer ce qui est en train de se passer, je pense que vous regardez les infos comme tout le monde. Évidemment, il y a une conscience sur l'impact carbone de notre électricité qui est de plus en plus forte, on en a amplement parlé dans les 3 premières présentations. Et puis surtout, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des risques de coupure aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a encore pas si longtemps, je crois que cet hiver était plutôt doux, on a eu la chance, mais c'était l'hiver précédent, on avait aux 20h des alertes, je crois que c'est le signal EcoWatt de RTE qui disait potentiellement, attention, demain, chérie, ça peut couper. C'était ça il y a un an. Et on sait que particulièrement dans la Bretagne, on est plutôt loin dans les réseaux, et on sait qu'on est particulièrement... peut-être pas encore à Nantes, mais si on pousse un peu dans la Bretagne, on sait qu'on est potentiellement plus à risque de voir des coupures. Donc en fait, c'est un vrai sujet, et nous d'ailleurs on le voit dans les gens qui viennent nous voir et qui nous interrogent, on voit que les gens qui viennent vers nous viennent aussi avec cette anxiété de se dire ok, mais en fait il faut que je sois plus résilient dans l'électricité, il faut que je consomme moins, mais il faut aussi que je sois plus résilient, parce que potentiellement un jour je vais peut-être appuyer sur mon bouton et je vais pas avoir de lumière, ou mon frigo qui va s'éteindre et je vais perdre toutes mes courses, enfin, bref. Ou une problématique qui est rigolote, que j'ai découvert aussi un peu chez BIM, il y a une grande peur de ne pas être capable d'ouvrir ses volets le matin. Tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ont des volets électriques, et au début, je vais vous présenter le kit qu'on a fait, mais il y a beaucoup de gens qui disaient, en fait moi j'ai besoin d'un kit pour ouvrir mes volets. Et voilà, donc bon, c'est vraiment des choses qu'on n'avait pas il y a quelques années, et on l'a aujourd'hui. Donc nous, on pense qu'on est dans ce changement de paradigme et on a envie de l'accompagner. Ce changement de paradigme, il peut faire peur. Enfin, tout changement, je pense qu'on a amplement parlé, tout changement vient avec son lot de peur. Je pense que les chiffres qui ont été annoncés avant sont assez vertigineux. Moi, je ne les connaissais pas tant que ça m'a fait honnêtement encore plus flipper. Mais en tout cas, du coup, on va essayer chez BIM de donner les clés pour passer de hier à demain. Du coup, là, premier produit qu'on a fait chez BIM, on a été les pionniers. On a introduit en 2019 un nouvel objet que vous trouvez maintenant un peu partout, qui s'appelle un kit solaire d'autoconsommation plug and play. Alors c'est quoi? C'est globalement un kit solaire que vous pouvez monter vous-même en moins d'1 heure et qui vous permet extrêmement facilement de devenir autoproducteur et autoconsommateur. En fait, la petite astuce, et qui est rigolo et qui va peut-être interroger les ingénieurs que vous êtes, c'est que vous allez directement brancher ces panneaux solaires dans une prise de courant 230 volts, de la même manière que vous branchiez un grille-pain ou une cafetière. Et le courant, il va pas sortir de la prise, il va plutôt être injecté dans la prise. Okay, donc en fait, on le sait, les câbles électriques, c'est des câbles en cuivre, c'est des autoroutes d'électrons, ils n'ont pas forcément de sens privilégié. Quand vous êtes chez Leroy Merlin, vous ne vous demandez pas est-ce que je branche dans le bon sens? Bah non, parce que tout simplement un câble en cuivre, ça va dans les deux directions, et en fait on est capable de réinjecter de l'énergie via une prise de 130 volts. Et en fait, comme l'électricité est fainéant, et ça c'est la deuxième loi de Kirchhoff que vous avez appris à l'école, c'est de dire qu'un électron, il est consommé au plus proche de là où il est produit. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que quand on claque la porte de chez soi, on a tous des appareils qui continuent à consommer. C'est la VMC, c'est la box internet, c'est les appareils en veille, parce qu'on les éteint pas tous à chaque fois, c'est le Wi-Fi, je ne sais pas si j'ai dit, enfin il y a beaucoup de choses qui tournent, et qui font que même quand vous êtes en dehors de chez vous, votre compteur continue de consommer. On a entre 3 et 500 watts par foyer, globalement, d'électricité qui tourne. Nous, on trouve ça un tout petit peu dommage, et on s'est dit, pourquoi on ne viendrait pas produire de l'électricité localement, extrêmement facilement, et se dire que ce talent de consommation, il va être gommé tout ou partie avec une production d'énergie solaire. Et jusque-là, l'énergie solaire, c'était quelque chose de compliqué. Les gens aimaient l'énergie solaire dans cette idée de se dire « Putain, c'est vachement malin, en fait, on a du soleil au-dessus de chez nous, pourquoi je ne l'utiliserais pas ?» Mais les gens avaient un peu peur de faire le pas. Avant le solaire et avant que BIM arrive, le solaire, c'était une solution qui était faite par des ingénieurs pour des ingénieurs. On va dire, vous n'êtes pas ingénieur, mettre 3 kW de solaire sur votre toit, ça demande, voilà, est-ce que je vais le faire, qu'est-ce que ça va faire à mon toit, qu'est-ce que ça veut dire, combien ça coûte, quel système dois-je choisir, est-ce que je ne vais pas me faire avoir par l'installateur. Il n'y avait pas vraiment d'installateur de référence. Je pense que je vous demande de citer une marque de boisson
énergisante, vous me citez, je sais pas si énergisante, une boisson gazeuse, vous me citez Coca-Cola, une marque de panneau solaire. Voilà, vous ne connaissez pas, évidemment, personne ne connaît. Il n'y a pas de marque référence dans le solaire en France, en tout cas pour le grand public. Et c'est ça qu'on a voulu changer. On a voulu être une marque. Alors, vous connaissez peut-être Systovi, effectivement, parce qu'on est nantais, c'est 2 dernières usines qui restent en France, avec Voltec en Alsace et puis Systovi à côté. Donc, voilà, Systovi, nos amis de Systovi qu'on salue, mais c'est bien parce qu'on est à Nantes. Et donc cette idée, c'est avec ce kit solaire, vous l'installez vous-même, vous avez besoin d'aucune compétence, vous branchez dans une prise, c'est pas plus compliqué que ça. En 1 heure, ça vous permet quand même d'avoir, alors pour un foyer moyen, environ 15% d'autonomie, c'est-à-dire que à Nantes, nous, le kit qu'on propose, il fait 420 watts crête, donc vous produisez voilà, à peu près 450 kWh par an pour les usages spécifiques de l'électricité dans un logement qui sont... alors ça dépend ce qu'on prend dans le scope, mais on va dire qu'ils sont aux alentours de 3-4 mégawattheures par an, on s'aperçoit qu'on arrive à 15% d'autonomie. Donc c'est pas rien en fait. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez l'acheter chez Leroy Merlin ou sur le site internet. Là, je fais un peu de pub, mais pour vous dire que ce truc c'est accessible rapidement, vous êtes livré rapidement, vous le mettez dans le coffre de votre voiture, vous l'installez chez vous, vous avez 3 mètres carrés au soleil, c'est installé dans la minute, vous commencez à produire, à autoconsommer. Il n'y a pas de déclaration compliquée, vous ne payez rien à personne, juste vous faites une déclaration Enedis à Enedis, ça dure un quart d'heure sur internet, vous leur dites juste bonjour, sachez qu'au 8 rue des Acacias, vous avez un kit solaire, voilà, terminé. Vous avez besoin de leur dire quand même, parce qu'eux ils contrôlent un peu le réseau, mais c'est vraiment, vraiment simple. Et donc, c'est un produit qui est rentable rapidement, parce que voilà, il coûte quelques centaines d'euros, aux alentours de 650 €. Avec le prix de l'électricité qui augmente, alors on a pris des hypothèses d'augmentation du prix de l'électricité, vous vous rendez compte que vous économisez un peu plus de 200 € par an, et vous économisez aussi du CO2. Il y a peut-être quelques personnes qui seront étonnées par le chiffre que j'avance, mais pour vous dire que, en fait, ce qui est intéressant dans le solaire aussi, c'est de se dire que quand on produit du solaire, on ne consomme pas des énergies carbonées. Aussi, on vient remplacer des centrales à gaz qui ont pu être lancées, parce qu'il y a un principe sur le réseau électrique du merit order, c'est-à-dire qu'on vient appeler prioritairement les centrales de production d'électricité qui ont un coût marginal de production qui est le plus faible. Et évidemment, le soleil, c'est nul, puisque le soleil, c'est génial, le soleil, c'est pas nul. Le prix est nul, parce que c'est gratuit, le soleil. Pardon? Quand il y en a, effectivement. Donc ça, c'était le début de BIM. On s'est dit, ok, on va intéresser les gens avec ce premier kit qui est vraiment très facile à installer. On va positionner notre marque grand public. Et une fois que ce qu'on s'est aperçu, on a livré plusieurs dizaines de milliers de kits partout en France et en Europe. Les gens sont super intéressés. Et maintenant, les gens viennent nous revoir. Ils nous disent, putain, c'est génial, ça marche trop bien, super. Maintenant, j'ai envie de gagner en autonomie, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de produire plus que mes 15%, et du coup, comment je fais? Et du coup, chez BIM, maintenant qu'on est plus gros, plus grand, on est en train de créer cet écosystème de produits et de services qui permet de justement piloter son énergie à la maison. Et donc ça passe par... c'est génial. Donc ça passe par ce premier kit qu'on a fait. On a essayé de faire en sorte qu'il soit plus joli que les autres, c'est-à-dire qu'il s'insère mieux, qu'on se dise quand on le voit, ah c'est pas un kit solaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient les kits solaires, les panneaux solaires, c'est pas très joli. On sort récemment un autre kit qui est plus à destination des gens qui ont un tout petit peu moins de place, donc il fait la même puissance mais il est un petit peu plus dense, donc c'est un peu les goûts et les couleurs ici. Et surtout, on va venir proposer aux gens qui avaient déjà un kit solaire qu'ils avaient branché dans une prise, on leur dit maintenant venez mettre des panneaux solaires sur vos toits pour augmenter votre puissance de production. Et comme on l'a bien noté, il n'y a pas du soleil tout le temps, et que potentiellement vous allez produire beaucoup et que vous allez avoir un usage de votre électricité plutôt le soir ou le matin, et pas quand vous êtes là quand vous produisez, pour venir booster votre autoconsommation et votre autoproduction, on a sorti une batterie qui est ici, qui est un peu une première européenne, française. C'est une batterie tout en un, c'est-à-dire que vous avez la partie chimie en bas, avec différents modules en fonction de la taille que vous voulez. Vous pouvez aller de 6,6 kWh à 13,4 kWh, et puis vous avez en haut l'onduleur hybride qui a ce double rôle de venir convertir la tension DC que vous avez sur les panneaux solaires en haut en une tension AC qui est réinjectée sur le réseau. Et il a aussi ce rôle, puis il est hybride, il a aussi ce rôle de charger et de décharger intelligemment la batterie au moment où on a besoin d'électricité. Et du coup, si je fais un petit exemple à Nantes, puisqu'on est à Nantes, si je prends une famille de 2 adultes, 2 enfants,
dans une maison, on va dire, de 80 mètres carrés. Alors il y a autant de situations différentes que de familles, mais j'en prends une, qui a une consommation d'électricité par an de 5000 kWh par an, on va dire que c'est la moyenne nationale de l'ADEME, donc je prends une famille moyenne. Et bien si elle vient mettre une installation solaire de 6 kW crête au sud, donc disons qu'elle a un toit qui est bien orienté, 6 kW crête, et qu'elle rajoute une batterie de 6,6 kWh BIM, elle va avoir une production solaire de 7300 kWh par an, donc elle va plus, déjà, ce qui est intéressant, elle va plus produire que ce qu'elle consomme. Alors bien sûr, elle ne va pas être capable de tout autoconsommer, parce qu'encore une fois, il y a un déphasage entre la production et la consommation, mais grâce à cette batterie, elle va avoir un taux d'autoproduction de 80%. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, 80% de la production d'électricité qu'elle a consommée chez elle, cette famille, ça va venir de ses panneaux solaires. C'est quand même... voilà, on est bien dans ce changement de paradigme que j'indiquais, c'est que maintenant, l'électricité, je ne l'achète pas majoritairement sur le réseau à EDF, je viens d'abord produire ma propre énergie en local, et le reliquat que j'arrive pas à produire, parce que c'est quasiment impossible. Honnêtement, c'est impossible d'être 100% autonome, il faudra avoir une surface de panneaux solaires gigantesque pour gérer les pires cas d'hiver quand il n'y a vraiment pas de soleil, mais disons que je peux venir plutôt acheter le reliquat sur le réseau. Et intéressant, le risque de coupure, et en fait la batterie elle permet aussi de, si le réseau tombe, si demain vous avez un arbre qui tombe sur votre poteau, et ben vous avez votre batterie qui prend le relais et qui vous permet d'alimenter votre foyer pendant 24 heures. Et généralement 24 heures c'est à peu près le temps qu'il faut à Enedis pour intervenir et vous remettre. En tout cas vous réduisez assez drastiquement le nombre de jours où vous n'avez potentiellement pas d'électricité. Et donc ça c'est intéressant aussi, c'était le dernier point de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça vient répondre à une angoisse croissante et réelle de nos consommateurs. Là où c'est intéressant aussi, c'est que il y a encore quelques temps, et dans ce changement de paradigme, c'était pas du tout financièrement intéressant de faire ce que je suis en train de vous décrire. Et en fait, l'idée, c'est qu'en parallèle de l'augmentation du prix de l'électricité, on a le prix des panneaux solaires qui a été divisé de plus de 10 en 10 ans. Donc même depuis qu'on a commencé BIM, c'était il y a 5 ans, les prix du panneau solaire ont quasiment été divisés par 2. J'ai l'impression qu'on a lancé la boîte hier, ça a été quasiment divisé par 2. Pas tout à fait, mais quasiment. Et on a la même courbe d'apprentissage sur la batterie en ce moment, et donc les batteries sont vraiment, tirées par le véhicule électrique, on a vraiment une filière du lithium-ion qui nous permet d'avoir des stockages stationnaires qui est vraiment moins cher. Et donc nous, les calculs qu'on fait, on est capable de vous faire cette installation à Nantes, si vous la souhaitez, venez le voir. On est capable de vous la faire pour être déduite à peu près 17 000 €. Les économies sur 20 ans, c'est quasiment 2 fois le prix de ce que vous avez investi. Et du coup, c'est rentabilisé en une grosse dizaine d'années pour une installation qui tient pour les panneaux solaires 25 ans. Pour les batteries, on les garantit entre 15 et 20 ans. Donc vous rentabilisez cette installation, c'est des chiffres qu'on n'avait pas hier qui deviennent intéressants aujourd'hui. Donc dans ce changement de paradigme, il est aussi de se dire que c'est plus intéressant aujourd'hui de produire sa propre électricité, de l'autoconsommer, que de l'acheter sur le réseau. Pour vous dire que voilà, on fait les batteries, on fait les panneaux, mais on fait surtout une application mobile qui permet justement d'avoir tout qui est centralisé au même endroit pour vous dire comment vous consommez. Et c'est un grand axe de réduction de la consommation, c'est aussi de bien comprendre comment on consomme. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a des ingénieurs dans la salle, mais vous savez faire la différence entre 1 kW et 1 kWh. Mais moi je le vois tous les jours. Les gens à qui on parle, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils comprennent pas pourquoi un micro-ondes ça consomme moins qu'un ballon d'eau chaude. Enfin, ils n'ont pas ces ordres de grandeur-là, ils ne se rendent pas compte. Et du coup, en fait, juste à la fin du mois, ils ont une facture qui a complètement explosé et ils disent pourquoi. Et en fait, pourquoi il faut être capable de les accompagner, de les prendre par la main pour leur expliquer d'où ça vient. Et donc on fait ça avec notre application mobile. Il y a des études de l'ADEME qui ont montré qu'on pouvait baisser de 10% sa consommation rien qu'en la suivant régulièrement. Et ça c'est vraiment intéressant. Quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, en fait on y prend aussi un petit peu goût. On essaie, comme on dit chez nous, un peu de gamifier l'application pour que les gens aient envie d'y revenir. Mais en tout cas, c'est vraiment, on fait un écosystème où vous avez tout dans la poche pour piloter votre énergie à la maison. Est-ce qu'il me reste des choses? Non, je crois que c'est fini. Voilà, j'avais que 8 slides, je voulais essayer d'être synthétique. Je suis ravi en tout cas de parler des ingénieurs. Sachez qu'on recrute toujours chez BIM, on a continué besoin. Non mais c'est intéressant parce qu'on a du mal honnêtement de recruter des ingénieurs de qualité.
On a pas mal de postes ouverts, donc si vous avez soit vous-même, soit des proches de la famille et qui souhaitent s'investir dans des sujets de transition énergétique à Nantes, sachez qu'on recherche toujours des talents pour nous accompagner et déployer cet écosystème que vous avez vu, que je vous ai présenté. Voilà. Donc merci à vous, monsieur Pierre-Emmanuel Roger, pour cette présentation. Et donc suite à ces 4 présentations qui, je suppose, ont pu susciter beaucoup de questions, nous allons avoir un temps d'environ 20 minutes pour lesquelles vous pourrez poser des questions. Donc je suis à votre écoute. Qui veut se lancer? Oui. La question, moi, c'est peut-être pour nos 4 intervenants, mais Yvon Pelter, ancien EDF, voilà. La question est la suivante. C'est globalement, j'ai noté des choses qu'on connaît, c'est-à-dire des ambitions très très fortes pour la France et puis de façon locale aussi, bien évidemment. Bruno Le Maire récemment nous a bien dit que la France était endettée et que donc il fallait faire des économies. Il y a déjà des gens qui s'élèvent sur ces problématiques d'économie. Et ma question est simple, c'est: a-t-on aujourd'hui, ici, en France ou ailleurs, les moyens des ambitions affichées? Je parle des moyens financiers, bien évidemment. À qui je donne le micro? Moi, je pourrais répondre sur la partie consommateur. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours essayé de développer des solutions qui ne demandaient pas d'aide publique. Le kit qu'on a vendu, il n'est pas subventionné. Et pourtant, il est rentabilisé en 4 ans pour une durée de vie de 25 ans. Donc, je veux dire, on ne vient pas chercher de l'argent auprès de l'État pour faire notre part du boulot. Et donc, je pense que nous, on a toujours ça chez BIM. Voilà, on implique les citoyens et on ne demande pas de l'argent à l'État. Moi, par rapport à ce que je vous ai présenté, un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est justement de relocaliser l'économie. Et quand je parlais de l'exemple du projet qu'on construit et qu'on isole avec des matériaux produits localement, l'idée c'est plutôt que l'argent aille ailleurs que sur le territoire local, construisons des filières avec les matériaux locaux. Et quand on isole un bâtiment en botte de paille, c'est quasiment toute la... Enfin, en tout cas, l'argent qu'on utilise pour payer ça, c'est peut-être certes un tout petit peu plus cher pour le moment qu'un isolant minéral traditionnel, mais en tout cas l'argent reste sur le territoire, l'argent va à des gens du territoire, donc il y a aussi ces sujets-là de relocaliser et de refaire en sorte que l'argent revienne sur le territoire. C'est une question très large, c'est pour ça que j'ai commencé ma présentation sur la facture énergétique, pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent à acheter de l'énergie, et donc quand on isole un bâtiment, de fait on achète moins d'énergie, donc on fait aussi des économies. Je pense aussi que s'il faut faire des économies d'ici la fin du mois, c'est sûr que oui, il faut arrêter tous les projets d'État, etc. Puis du coup, on ne fait pas non plus la transition. En fait, on voit qu'il y a des mauvais choix qu'on fait qui nous mettent dans le mur. Un exemple, quand il y a eu la crise du gaz il y a 2 ans, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, heureusement, parce que en fait, ça allait toucher les ménages de manière très violente, donc il fallait trouver une solution. Sauf qu'en fait, à la fin, le bouclier tarifaire a coûté, je crois, 10 à 15 fois... le coût de l'ensemble des projets de rénovation thermique du gouvernement. Ça veut dire que sur l'année 2021-2022, on a eu plus d'argent pour financer des énergies fossiles. Encore, on en avait toujours plus, mais sur ce poste, juste cet exemple-là, on avait 10 à 15 fois plus que pour rénover, que pour la rénovation. Donc ça veut dire que, de fait, il y a des choses qui coûtent de l'argent, et je pense que le problème, c'est les calculs court terme, en fait, qui nous amènent dans le mur. Je rajouterais à ça que, au-delà des questions financières, on a parlé du vélo, par exemple. La question du développement du vélo, ça demande de changer les paysages urbains, et donc ça demande avant tout d'assumer, de porter ça politiquement, de dire oui, il y aura moins de voitures en ville demain, et oui, il y aura plus de piétons et de vélos. Donc c'est pas forcément de l'argent, parfois c'est juste de la volonté politique, et ça des fois aussi on peut en manquer. Mais pas moi. Si la question est est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, bon, moi je ne vais pas répondre, je ne sais pas si je suis capable de répondre, sauf ce que je peux vous dire, c'est que effectivement les moyens qui sont mis sur la table doivent être utilisés au mieux possible, et on voit qu'il ne faut pas qu'ils soient complexes. Les dossiers de prime rénov, depuis le début de l'année, sont en chute libre.
puisque les conditions ont été certes élargies, mais les dossiers sont devenus complexes. On est en plein dans l'actualité, puisqu'il y a des changements sur l'attribution de la MaPrimeRénov' qui va sortir peut-être demain ou après-demain d'ailleurs. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut continuer à financer cette transition énergétique, mais il faut que l'utilisation qu'on peut en avoir, nous en tant que particuliers ici, il n'y a pas que ce cas-là, mais ça fait partie quand même des budgets importants, puisse être fait de manière simple, et puis surtout être fait par des entreprises qui soient qualifiées, qui soient adaptées, qui connaît le métier du chauffage, parce qu'effectivement, on peut aller très vite avec des budgets rapides, justifiés de beaucoup de transitions énergétiques, pas forcément bien faites. Et ce qui est important surtout, voilà, c'est quand il y a des euros qui sont mis sur la table pour aider à la transition énergétique de la part des pouvoirs politiques, que cet argent soit évidemment le mieux investi. Voilà. Et on est vraiment dans l'exemple où, depuis le début de l'année, malheureusement, on a voulu complexifier le dossier et on est à peu près à 50% de dossiers MaPrimeRénov' en moins depuis le début de l'année. Donc on va prendre une petite volée de questions, donc 2-3 questions pour finir, et si vous voulez approfondir après, on aura le temps autour d'un pot pour faire ça. Alors, monsieur, oui, ça fonctionne. Bon, Michel Calvel, ancien IESF. J'ai d'abord une remarque et ensuite une question. La remarque, c'est qu'on met l'électricité au même niveau que les énergies primaires. Je pense que pour avoir une présentation claire, on devrait éclater l'électricité en ces différentes énergies primaires. Et on verrait dans ce cas-là le pétrole prendre encore un peu plus d'importance et on verra apparaître le nucléaire. Et la question, c'est quel est l'objectif primordial? Est-ce que c'est d'arriver à 0% de CO2 ou d'arriver à 100% d'énergie renouvelable? Parce que pour arriver à 0% de CO2, on peut utiliser des énergies non renouvelables. Donc une première question, peut-être une autre. Oui, s'il vous plaît, on voit dans la presse depuis quelque temps, en matière de CO2, la possibilité d'enterrer le CO2. Il y avait encore un article dans Ouest France aujourd'hui. Il y a un pays d'Europe, je ne me souviens plus lequel, qui a l'intention de mettre ça au fond de la mer. Et apparemment, il y a des possibilités très très importantes de neutraliser le CO2. Donc, il y a peut-être nos économies, mais on peut peut-être faire confiance à un peu de technologie. Merci. Et une dernière peut-être. Bonjour, c'est Vincent de l'ESF. Mais j'ai une question, moi, sur, finalement, on a parlé beaucoup de rapprocher les commerces des habitations. Par contre, comment rapprocher le travail des habitations? Et ça c'est pour l'aménagement du territoire, c'est un sujet qui m'inquiète, parce que je vois de plus en plus de monde sur le périph' et je ne sais pas comment trouver la solution. Je vais vous laisser répondre. Alors si vous aimez prendre des questions, c'est magnifique. Ouais, j'ai pris. Sinon, je leur demanderai. Je peux y aller. Non, tu veux y aller? Non, vas-y, je dirai après. Vas-y. Alors, là, sur la première question, l'objectif tel qu'il est inscrit dans la loi, c'est la neutralité carbone. Donc c'est le fait qu'il faut que nos émissions soient compensées par les pluies. Donc ça, là-dessus, c'est assez clair. Après, alors je veux bien, enfin, on va en reparler tout à l'heure sur le fait, vous dites des EN. Attends, j'ai noté. Zéro CO2 possible sans énergie renouvelable. Enfin, en gros, les deux sont quand même assez liés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément... Enfin, je vois pas trop quel type de production d'énergie non renouvelable permettrait d'atteindre la neutralité. Le centrale nucléaire. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok, d'accord. Mais qui font partie d'ailleurs de certains scénarios. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a les scénarios, j'ai pas évoqué les scénarios de négawatts qui donc considèrent une sortie nucléaire, mais les scénarios type SNBC ne considèrent pas de sortie nucléaire. Et inversement, la consommation de trop de bois produira du CO2. Parce que si
si on consomme plus que la forêt augmente tous les ans, on va émettre du CO2. Ouais, tout à fait. Mais là encore, là je vous renvoie vraiment au travail de Negawatt parce qu'il est extrêmement documenté et donc ils intègrent effectivement la capacité de renouvellement des seuils naturels. C'est aussi pour ça quand je vous présentais le projet qu'on a fait où on se disait il faut trouver d'autres matériaux que le bois pour la construction et il faut aller vers des matériaux comme le chanvre, comme la paille, c'est aussi dans cette perspective-là de dire à un moment le bois ça va devenir, c'est déjà une ressource précieuse, ça va en devenir une encore plus dans les années qui viennent, donc il faut trouver d'autres alternatives à ça. Sur la question d'enterrer le CO2, c'est là aussi des choses qui sont regardées dans les différents scénarios que j'ai pu moi vous présenter. Aujourd'hui, on est quand même sur une technologie qui est absolument pas mature. L'urgence climatique est vraiment, on vous a montré toutes les courbes. Hein. En gros, soit on mise là-dessus et on se dit bon bah du coup on fait rien en attendant que ça marche. Le risque il est que ça marche dans très très longtemps, voire que ça ne marche jamais. Donc ça reste une solution qui n'est pas inintéressante à regarder. Le problème c'est que souvent ce type de solution ça permet de ne pas regarder le problème en se disant bon, on verra le problème plus tard. Aujourd'hui, c'est souvent quand même comme ça que c'est traité. Donc voilà, pas de maturité technologique encore pour ce type de solution. Et la dernière question que j'avais notée sur le fait de rapprocher le travail des habitations, alors effectivement, je vous rejoins, c'est un vrai sujet complexe. Nous, sur nos projets d'aménagement, on est un peu là encore sur des choses où il faut un peu inventer des nouveaux métiers, c'est-à-dire que historiquement, par exemple, les entreprises, enfin les patrons d'entreprises, logeaient leurs ouvriers à proximité des usines. Il y avait une responsabilité par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gros employeurs discutent avec les aménageurs pour, notamment, nous, on a pas mal de projets proches du CHU, donc on essaye de faire en sorte que les promoteurs, les bailleurs se rapprochent du CHU en se disant bah, peut-être qu'on peut loger, je sais pas, des infirmières, par exemple, qui auront peut-être du mal à se déplacer en bas carbone si elles travaillent la nuit. Voilà. Après, il y aurait des solutions politiques, je ne sais pas si tu voudrais en dire un mot, mais à un moment, si demain on demande aux employeurs de tenir compte du temps de trajet et de l'impact carbone du trajet des salariés, voir si c'est du temps de travail effectif, le temps de trajet, ça va forcément faire en sorte qu'on relocalisera, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, effectivement, on a encore, c'est clairement un gros frein à la décarbonation des pratiques de mobilité, ça c'est clair. Alors, je vais commencer par le plus polémique, le nucléaire. Bon, en fait, je vais utiliser deux arguments là-dessus. Bon, alors moi, je suis issu d'un parti politique qui est contre le nucléaire, donc j'ai une position là-dessus qui est claire. Quand même, deux arguments majeurs, c'est que déjà, il faut dissocier la question de l'ancien et du nouveau nucléaire, parce que l'ancien nucléaire est là, donc on l'utilise tant qu'il est là. La question du nouveau nucléaire, le problème, c'est que ça met tellement de temps à développer un réacteur, et ça met tellement de temps de retard en plus, que ça ne permet pas du tout en fait, de décarboner la France à un horizon 2030 et même 2040. Je rajoute à ça qu'il y a une question mondiale, c'est que dans l'hypothèse où on arriverait à décarboner la France d'ici 2050 avec du nucléaire. Par ailleurs, Jean-Baptiste Rezos nous dit que c'est un mensonge puisque en fait, le développement nucléaire s'est appuyé aussi sur le développement du gaz parce que ce n'est pas une énergie qui est vraiment pilotable, le nucléaire, contrairement à ce qu'on dit. Donc voilà, il y a quand même un sujet par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ça ne sera jamais une énergie qui pourra se développer à l'échelle mondiale. Moi, j'ai habité un peu en Tanzanie. Je peux vous dire que la question de la transition énergétique en Tanzanie, il n'y a personne qui parle de nucléaire. Ça n'a aucun sens. Le sujet, c'est forcément les énergies renouvelables. Donc la question là-dedans, c'est est-ce que la France s'enferme dans une idée où elle serait en fait très finalement unique dans son système, à vouloir développer une énergie que personne ne voudra développer, ou alors est-ce qu'on se dit que cette question de la transition énergétique, c'est une question industrielle mondiale et que par conséquent, on parie sur des technologies qui font sens à une échelle qui est beaucoup plus large que la nôtre. J'ouvre le fait que, par exemple, en Pologne, en ce moment, ils sont en train de drastiquement refuser l'industrie nucléaire aussi parce qu'ils disent mais ça coûte beaucoup trop cher et ça n'a aucun sens au vu de la temporalité dans laquelle on doit s'inscrire. Moi, si je parle de 100% énergie... Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais ils sont en train de travailler sur un plan de décarbonation qui se passe sur autre chose du nucléaire parce qu'ils disent on ne peut pas développer une industrie comme ça dans un pays comme l'autre. J'utilise cet exemple pour dire qu'un pays industrialisé comme la Pologne dit bien, même dans notre pays à nous, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de tropisme français dans ce débat. Plus que français, quand même. Il y a d'autres pays qui développent le nucléaire. La
Chine. La Chine actuellement. Les Anglais sont vraiment ravis de la centrale qu'on leur vend aussi. Bon, après, je veux juste aller sur la question du bois. On va pas aller trop sur le nucléaire. C'est pour ça que je commençais par ça. Je veux juste aller sur la question du bois. C'est un élément très important. Je vous ai présenté les réseaux de chaleur. Pour moi, vérifier les conditions de renouvelabilité du bois est vraiment central. Il faut qu'on ne prélève pas plus de bois que ce qu'on est capable de régénérer. On est à un niveau où aujourd'hui, on peut faire du prélèvement qui augmente la régénération. Je vais prendre un exemple. Aller sur, par exemple, le fait de mettre de la taille de haies dans nos réseaux de chaleur. On ne le fait pas aujourd'hui, mais on se rend compte qu'en fait, ça permettrait de créer un modèle économique de l'entretien des haies qui, de fait, est bon aussi pour la biodiversité. Voilà. Mais c'est tout à fait un sujet qu'on regarde de manière très précise, y compris avec l'ADEME. Sur les deux autres sujets, je vais commencer par une histoire qui est bien connue, mais savez-vous que la voiture est formidable pour lutter contre la pollution, parce que quand on a introduit les voitures en ville, c'était pour lutter contre la pollution du crottin de cheval, parce que le crottin de cheval posait d'énormes problèmes de pollution en ville. Aujourd'hui, on en est quand même à gérer une solution d'hier qui est un problème aujourd'hui. C'est un peu le même sujet sur cette histoire de stockage de CO2. C'est des technologies qui sont absolument pas connues, qui sont pas fiables donc. Moi, politiquement, je pense qu'on ne peut pas baser l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité sur des choses qui sont totalement inconnues. Et en plus, la question, c'est est-ce que ça ne va pas poser d'autres problèmes qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre avec du recul. Si on va trop vite sur des technos qui ne sont pas fiables, ça pourrait être un des problèmes. Donc c'est pour ça que moi, je parle uniquement de solutions basées sur la nature, parce que la solution technologique qui stocke du carbone de manière formidable, ça s'appelle l'arbre. Voilà, une solution qui est bien stabilisée, qu'on connaît bien, qui en plus peut servir de ressources pour d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la priorité. Et je terminerai juste du coup sur la question de madame, sur le rapprochement de là où on travaille. C'est vraiment un sujet de travail important qu'on a en ce moment. Il y a deux sujets majeurs là-dedans. D'abord, la manière dont on a construit la ville. C'est qu'on a parlé un peu de sortir de la voiture, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que simplement changer de mobilité. On a construit nos villes autour du fait qu'on pouvait prendre la voiture tout le temps pas cher et qu'on pouvait se déplacer 35 km, 40 km sans effort par jour. Donc, c'est un problème central où du coup on doit changer notre manière de construire la ville. La tendance dans l'urbanisme aujourd'hui, c'est de sortir de l'approche d'avoir des zones qui sont dédiées à chaque usage, un endroit où je travaille, un endroit où je dors, un endroit où je fais des loisirs et je me déplace entre les deux. Aujourd'hui, on va chercher ce qu'on appelle de la mixité d'usage qui permet du coup de conjuguer différents usages. Donc, c'est ce qu'on fait par exemple à la métropole de Nantes, par exemple. On cherche à maintenir des activités industrielles dans la ville pour cette raison-là, et on cherche à créer de la mixité d'usage dans les programmes qu'on peut avoir. Ça ouvre à un autre sujet qui est l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a quand même un élan de ce qu'on appelle de métropolisation, c'est-à-dire de concentration de la population française sur quelques départements. Je vous invite à regarder les projections de l'INSEE sur ce sujet, c'est vraiment glaçant, je trouve. Ils expliquent que un tiers des départements va gagner des habitants dans les années à venir, et 2 tiers vont en perdre. C'est-à-dire qu'on a une dynamique de concentration des populations sur quelques territoires qui va aller en s'amplifiant. Et ce n'est pas du tout souhaitable pour la France non plus. Donc, nous, on ouvre ce chapitre à la métropole de Nantes en parlant de ce qu'on appelle l'alliance des territoires, c'est-à-dire dire on ne s'occupe pas juste de notre périmètre géographique et on s'occupe de ce qui se passe autour de nous. Typiquement, opérationnellement, ça nous arrivait de refuser que des entreprises s'installent sur les territoires de la métropole en disant mais allez plutôt chez notre voisin, je ne vais pas le citer parce que voilà, mais allez plutôt dans le territoire qui est juste à côté, là-bas ils ont besoin d'emplois, etc. Et cette approche-là de dire je ne m'occupe pas juste de vouloir créer des emplois chez moi, c'est quand même une vraie révolution dans la coopération qu'on peut avoir. Donc c'est 2 exemples, mais je suis d'accord avec vous que c'est un enjeu majeur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et bien sûr, je veux encore une fois vous remercier donc, pour votre présence aujourd'hui, de vous donner de notre temps pour ces belles présentations et ces informations donc, très intéressantes et très constructives. Et surtout, je veux donc vous inviter à vous restaurer en rejoignant le pont qui se situera donc au rez-de-chaussée, à gauche de l'escalier.